On lance les hostilités. Moi, ce que je vous propose, c'est parti. Bienvenue, Sans Pression numéro 2. Merci d'être là, messieurs. Bah, merci à vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on trinque. Directement. D'accord. Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. C'est de la santé. À votre, hein. À votre. Bon courage surtout. Bon courage, surtout. Ah, il y avait longtemps, tiens. Très bonne. Ouais, ça c'est bien. Celle-là est pas mal. Donc alors, pour ceux qui nous rejoignent, merci de nous faire le plaisir de votre présence sur cette vidéo. Aujourd'hui, le concept du sans pression, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est très simple. On va discuter business, entrepreneuriat, création de projets, tout ça sans pression et en buvant des coups, bien sûr, des pressions, c'est le concept. Aujourd'hui, avec nous, un immense invité, que dis-je, une légende, Oui. finalement. Le grand. Le très grand, Emmanuel, Manu pour les intimes. Manu. Personne ne m'appelle Emmanuel. Mais ok, Manu. Manu. Enfin, oui, présente-toi, explique-nous déjà un peu ce que tu fais dans la vie. Très bien. Alors, je suis étalonneur. Donc, je travaille dans la post-production cinéma. J'ai un travail un peu méconnu. Quand ça me fait un peu chier, je dis que je suis monteur vidéo et tout le monde s'arrange pour dire très bien, tout le monde est content, voilà. Mais non, en fait, je suis étalonneur vidéo. Donc, pour vulgariser la chose, j'explique quand les gens sont un peu intéressés. Pour dire que je suis comme le Photoshop du film. C'est-à-dire que je retouche les couleurs, le contraste, la saturation des couleurs. Je mets des petits masques pour éclaircir une partie de l'image, etc. Mais que sur des films à destination du cinéma ou à destination de la télévision. Donc, pas sur des photos, mais sur du film. Je travaille avec des gens qu'on connaît un peu plus dans le milieu public, enfin du grand public, avec des directeurs de la photographie et évidemment les réalisatrices, réalisateurs des films. Ok. Voilà. Donc tu fais pas des montages vidéo? Je ne fais pas du ça. tout de montage pas les vidéo. vidéos, Si vous me demandez de faire un montage vidéo, on va bien rigoler parce que c'est pas du tout mon métier. J'interviens après. Une fois que le montage est terminé, je suis là pour rectifier toutes les petites erreurs classiques et normales d'un tournage, c'est-à-dire si la lumière a changé d'une prise à l'autre, il faut que le téléspectateur ne s'en rende pas compte, il faut qu'on homogénéise l'image, donc il y a toute une séquence au moins, pour qu'on ait la sensation que tout soit tourné évidemment au même moment et que tout soit homogène. Moi, un exemple, une fois que tu m'avais donné, qui m'avait bien aidé à comprendre. Ah, parce qu'on se connaît en fait. Ouais, on se connaît. On s'était déjà vu avant, pardon. On se connaît bien. Un exemple que tu m'avais donné une fois qui m'avait aidé à bien comprendre ce que tu fais. Donc effectivement, il y a ça, donc le réglage des lumières, des changements, tout ça, et ça, c'est du boulot de fond, je veux dire. Ouais. Ça permet au moins d'avoir un truc qui soit, même si c'est différents rushs et différentes scènes, que ce soit homogène. Mais tu m'avais donné l'exemple, par exemple, de 300, pour ceux qui ont vu le film, ou même de Peaky Blinders. Quand vous regardez la série, tout le long, il y a une ambiance, il y a une couleur, il y a un truc. Et ben c'est un peu aussi ça ton boulot. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est donner à tout le film une ambiance, quoi. Alors c'est mon boulot. C'est encore une fois, je dis encore une fois parce que c'est le débat avec certains étalonneurs de dire est-ce que c'est à nous de prendre cette décision d'orienter le film donc avec un parti pris visuel ou non, nous on est juste pour appliquer cette décision qui incombe à l'équipe image, donc au directeur de la photographie, directrice de la photographie ou réalisatrice, réalisateur. Nous, en général, évidemment, on est force de proposition pour dire attention, oui, cette séquence-là, moi, je l'imagine, vu ce que vous proposez dans le film, dans la narration du film, peut-être un peu plus froide, peut-être un peu plus chaud, ou peut-être avec un style un peu différent. Mais très clairement, la décision nous incombe, je me répète, très rarement. Mais en tout cas, oui. En tout cas, on participe en général à la création du look, du parti pris du film, comme peut l'être évidemment des choses extrêmement poussées comme 300, moins poussées mais tout aussi notables comme sur Peaky Blinders. Ouais. Et au niveau de quand tu travailles comme ça sur un film, c'est quoi? Ça représente quoi comme travail au niveau de la durée? Tu vois, tu vas mettre combien de temps pour Et alors, ça dépend des films. On peut mettre entre 10 et 15 jours pour étalonner un long métrage. En France, on est sur cette moyenne-là. Après, quand on est sur de la série télé, étrangement, même si la durée est la même sur un 52 ou un 90 minutes, les temps d'étalonnage sont un peu réduits, donc on est aux alentours des 4 ou 5 jours. Mais après, tout dépend des films. C'est-à-dire qu'il y a des films qui vont nécessiter beaucoup de travail aussi d'effets spéciaux. Donc, nous, on est en lien avec ces gens-là. Ouais. Et donc, il peut y avoir des films comme notamment Mad Max Fury Road. C'est un exemple très connu qui a mis qui a eu un an d'étalonnage pour des pré-étalonnages. C'est parti aux effets spéciaux. Les effets spéciaux reviennent en étalonnage. Donc, tout un processus très long pour sortir un film.
Mais en France, en général, oui, on est sur les 8-10 jours d'étalo pour un long métrage cinéma. Est-ce que il y en a beaucoup en France des gens qui font ton métier. Et après, ma deuxième question, c'est est-ce que, alors suivant le nombre de personnes que vous êtes à faire ce métier-là, est-ce que tu vas avoir une spécificité à toi? Est-ce que tu vas avoir ta signature à toi? Tu vois, est-ce que C'est une patte, quoi. hein? Ouais, C'est ta une patte patte à de toi. Est-ce que finalement après on va te connaître dans le métier, et on va dire bon bah j'appelle Manu parce que c'est sa signature, je sais qu'il bosse comme ça et ça va être C'est une excellente question à laquelle j'avais jamais pensé. Est-ce qu'on a un style? Est-ce qu'on Moi, je crois pas. Enfin, en même temps, je réfléchis, mais je me demande si c'est en fait juste un métier technique, mais dès que finalement tout le monde a la même technique au bout d'un moment, alors avec certaines compétences et tout. Mais est-ce que finalement tu veux en avoir qui vont avoir leur signature et En fait, c'est pas entre le bon et le mauvais étalonneur. c'est ça. Eh ben, je vais vous la donner. Je vais vous la donner parce qu'effectivement, toi, tu parlais de technique. Et effectivement, au bout d'un moment, si l'idée derrière le mot technique, c'est de maîtriser un logiciel, ça, je pense que ça, on est tous capables de le faire. Après, effectivement, on a aussi, nous, notre outil de travail, c'est bien évidemment notre œil. Donc, on est capable aussi de savoir ce qui est une image un peu plus chaude, un peu plus froide, et surtout de savoir si deux plans sont raccords ou ne le sont pas. Et surtout, on est capable de les raccorder s'ils ne le sont pas. Maintenant, ce qui fait la différence entre un bon étalonneur et un mauvais étalonneur, c'est ce qu'on aime appeler l'empathie. C'est-à-dire que quand nous, on est avec des chefs-op ou des réalisatrices ou réalisateurs, c'est pas des fois des gens très techniques, surtout les réals. Les réals, c'est vraiment des gens qui sont là pour réaliser leur film. Donc entre la direction l'écriture, la direction d'acting, la réalisation, Ils sont pas techniques. moi s'ils n'ont pas le même champ lexical que moi, c'est pas quelque chose qui va me vexer. Au contraire, je comprends énormément. Par contre, quand je dis empathie, on est capable d'aller chercher dans ce qu'ils ont dans la tête avec leurs mots à eux, dire d'accord, qu'est-ce que tu veux me dire par cette phrase qui, des fois, ne veut absolument rien dire, au niveau de l'image. Ouais. C'est-à-dire que moi, si je parle de contrat de saturation, il va peut-être pas comprendre, mais en m'expliquant vraiment la scène, en m'expliquant ce qu'il a... voilà, moi, je réussis à comprendre, d'accord, c'est comme ça que tu la visualises. Ok, c'est comme ça que tu veux quelque chose. Ok, ça, c'est ton froid à toi, alors que moi, je comprenais du froid très froid, mais en fait, ok, on est plus sur cette ambiance-là que ce que j'imaginais. Donc ça, c'est la grosse différence entre le bon et le mauvais étalonneur, c'est plus ça. C'est vraiment Donc, du coup, tu vas avoir un producteur avec qui t'as missionné pour c'est exactement ça. rappeler parce que du coup, vous comprenez quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, pas le producteur, c'est effectivement lui mon client. Ok. C'est lui mon client. Enfin, en tout cas, c'est lui qui m'engage sur un film. Mais effectivement, après, on est rappelé par des réalisateurs ou des chefs-op qui disent nous, ça se passe super bien avec Manu parce qu'on se comprend très vite. Même si le film précédent et celui qu'on est en train de faire maintenant n'a radicalement rien à voir au niveau visuel, c'est pas grave. En fait, comme on se comprend très bien, ça va très vite. Voilà, on n'a pas besoin de tourner autour de refaire une scène 1000 fois, d'essayer plein de trucs, partir à gauche, à droite 1000 fois pour comprendre ce qu'on a envie de faire. Donc ça, ouais, ça c'est la grande qualité. Claire. Non, c'est très bien. Mais je vois bien, en fait, je fais le parallèle, moi, du coup, avec le marketing. C'est que si j'essaie d'expliquer les logiciels que j'utilise aux clients, ça les fait chier, ils comprennent rien. Bien sûr. Et donc, on est obligé de vulgariser pour que eux, ils arrivent à nous exprimer ce qu'ils veulent vraiment et que nous, on arrive à le rendre mais toujours tangible, palpable. bien sûr. Je vois tout à fait. Bien sûr. Pas qu'un physique, tu vois. Non, c'est pas qu'un physique, bien évidemment. Et alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire, je sais pas, un projet, un film sur lequel tu as travaillé, que tu as apprécié particulièrement, ou une anecdote, un petit truc sympa Une anecdote, un petit truc sympa. Ouais, ou un projet, un beau film ou un beau projet sur lequel tu as travaillé. Avec gens sympa, avec Clara Morgan, à l'époque, c'est un très très sympa. Dont je n'ai pas le droit de parler. Il faut. Oui, non, on a dit des choses dont j'avais le droit de parler. Alors là, attendez, parce que comme on n'a pas préparé le truc, évidemment, il faut que je réfléchisse un peu. Ah, parce que t'as des trucs, ouais, t'as pas le droit d'en parler pour nous. Ah non, si, je crois pas que non, il y a, je pense que j'ai beaucoup plus de bons souvenirs que de mauvais dans mon métier, mais après, oui, il y a des scènes. C'est hyper cliché à dire, en fait, c'est quand tu rencontres des gens un peu connus et tu sais plus trop où te mettre ou tu te sens tout petit. Et surtout derrière, quand tu te rends compte que ces gens sont juste hyper humains et adorables, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, vous en doutez, c'est un peu pareil dans tous les métiers. Je pense quand tu idolâtres quelqu'un et finalement tu le rencontres et tu te dis putain merde, non. Voilà.
Ça arrive. Mais heureusement, moins de fois que l'inverse. C'est-à-dire te dire, putain, je vais rencontrer cette personne. Ouais. Et notamment, je sais que j'ai un souvenir avec Jamel Debbouze où on post-produisait son long métrage d'animation qui s'appelle Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Et du coup, c'est lui qui réalisait. Et il est venu en salle d'étalonnage pour voir où en était son film, etc. Et il nous a fait, parce qu'il y avait aussi le producteur du film, dont j'ai oublié le nom. C'est pas que j'ai oublié le nom, c'est que je ne sais plus qui c'était. Et du coup, il a fait un sketch pendant 20 minutes à expliquer au producteur pourquoi il fallait, à mon avis, continuer à mettre un tout petit peu plus de budget pour certains plans, etc. Et on était subjugués, mon assistant, la directrice de la photographie et moi, devant Jamel, qui était Jamel, et qui en plus, accessoirement, était adorable avec nous. Voilà. Donc ça, c'est plein de... Jamel, bien sûr, si tu le regardes, t'es le bienvenu. On arrivera à trouver une petite place. Ah, bien sûr. Pas sûr au niveau de l'alcool, hein, par contre. Je veux pas... Moins, du coup. Voilà. Enfin, sans pression, voilà. Sans pression, 0%. Mais oui. Ben oui. Pas l'intérêt, mais oui. Malheureux, c'est triste. Oh putain. On va avoir des problèmes, les gars, à dire ça. Alors, du coup, petite question. Oui. Puisque aujourd'hui, donc, t'as ta boîte. Tout à fait, bien sûr. Enfin, bien sûr, oui. Du coup, quel a été le parcours? Comment t'as fait pour te lancer? D'où tu viens? Comment t'as appris cette compétence-là aussi qui est pas, comme tu le disais, c'est pas un métier qui est connu par tout le monde. Non. Donc d'où ça t'est venu? Voilà, oui. Parce que dans l'ordre peut-être les questions, parce que tu fais beaucoup de questions. Quand même, hein, ça fait des questions. Oui. Classique. Donc un BTS audiovisuel. Ça, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Donc, c'est un BTS, 2 ans dans une école d'audiovisuel, dans l'audiovisuel, mais qui était axé à l'époque, donc c'est il y a 20 ans, limite jour pour jour, très télé. Tant que ça, c'est en 2004, mon ami. Ouais. Donc, très télé. Donc, ce qui fait que, ce sont des câblages de régie, je sais pas si ça vous parle, c'est des prestations, de filmer des matchs de rugby ou des matchs de foot, etc. Donc, c'est super sympa. Moi, j'ai appris plein de trucs, l'éclairage, le cadre, la prise de son, tout ça. Et à la fin des 2 ans, j'étais pas trop si c'est mon délire, ce truc. Et on me propose un stage dans un laboratoire de post-production à Madrid. Donc moi, je pense que j'ai compris que Madrid. Et stage, je me suis dit mortel. Donc je me suis barré là-bas. On m'a dit, tu parles espagnol? J'ai dit, bien évidemment que non. C'était vraiment pas du tout espagnol, mais j'ai menti. Bien souro, effectivamente. Et donc, me voilà en 2006 chez Technicolor Madrid, donc un laboratoire de post-production, à apprendre les métiers de la post-production cinéma. Des choses dont je ne m'étais jamais intéressé. Je me suis même trouvé hyper con d'en rentrer dans ce laboratoire en apprenant des choses, me dire mais comment j'ai fait pour jamais me poser les questions de comment était fait un film, comment il arrive à être tourné sur pellicule, mais à la fin, typiquement, j'ai un DVD et je le regarde chez moi. Enfin, je veux dire, il y a des trucs assez aberrants. Enfin, moi, ça me paraissait aberrant de me dire, putain, mais je suis très con de ne pas m'être posé les vraies questions. Et donc, j'ai passé 1 an et demi, presque 2 ans, au début stagiaire, ensuite en salarié, à apprendre tous ces métiers, dont plus spécialement le métier d'étalonneur. Suite à ça, j'ai décidé de retourner en France. Donc ça, c'était en 2006, à Paris, dans un autre laboratoire de post-production, où j'y ai passé 8 ans. Et à la fin de ces 8 ans, après avoir travaillé sur des très jolis projets, des longs métrages français, internationaux et tout ça, alors là, c'est beaucoup moins glamour que ce que je pense les futures personnes que vous aurez ici, mais en tout cas, plan social. Voilà. Plan social, donc dégraissement de personnel. Et évidemment, volontariat qui veut évidemment céder sa place en faveur d'autres. Donc mon ami et futur associé et moi, on s'est dit, nous, on veut se barrer. On a profité de ce plan social pour partir. Pour partir sur un plan social, tu récupères quand même un tout petit peu d'indemnité, donc c'est cool. Et nous, on a l'idée comme on est bordelais de base, en fait, on va continuer notre travail à nous, mais en créant notre propre société à Bordeaux. La même chose, mais en beaucoup plus petit, voilà, à Bordeaux. Donc, on est sorti de là, on s'est pas lancé tout de suite, puisque vraiment, s'il y a bien quelqu'un qui ne bite rien à l'entrepreneuriat à cette époque-là, c'était bien moi.
Donc, on a eu la super opportunité de faire une formation de création et de gestion d'entreprise dans une société dont j'ai oublié le nom aussi, à Paris. Et ça a duré 5 mois où on a fait comptabilité, business plan, marketing, mais toute la truc. Mais vraiment, c'était d'une intensité de dingue, mais c'était génial. Ouais, c'était super bien. Je mettrai le lien de la formation en commentaire, comme ça. Un lien d'affiliation. Et ça a été utile parce que finalement, ton métier est un... Enfin, je sais pas, je me dis que quand on crée une boîte, tu vois, quand c'est vraiment de l'achat-revente, il y a un démarchage, il y a des... Enfin, tu vois, en fait, là, c'est plus de la prestat de service, j'ai l'impression. Ouais, en fait, c'est totalement la prestat. ta boîte d'auto-entrepreneur, admettons, et puis tu fais une prestat, et tu factures et c'est tout, en fait. C'est exact, c'est simple. mais c'est ça. C'est simple. Mais métier, mais la gestion d'entreprise, j'ai Entièrement d'accord avec toi. que d'ouvrir un commerce, tu vois. Bien sûr. Où tu as des fournisseurs, des trucs et tout. Mais non, mais la gestion de stock, etc. Enfin, nous, justement, dans cette formation, tu apprenais des trucs sur la gestion de stock, parce que évidemment, la formation est assez globale. C'est utile, sachant que tu n'as pas vraiment de stock, finalement. Bah, alors, je te cache pas qu'il y a des trucs sur, évidemment, quand tu pousses la compta à vraiment pousser à, tu vois, analyser des comptes de résultats ou à faire des comptes de résultats des bilans, au bout d'un moment, tu te dis, OK, moi, c'est utile. Maintenant, est-ce que c'est vraiment moi qui va le faire? Et évidemment, tu as d'autres entrepreneurs qui disent, mais moi qui ai déjà monté une boîte, t'inquiète pas, c'est pas toi, tu vois. En fait, non, mais c'est bien, ça te donne un regard sur tout le panel de la... Mais surtout désacraliser la création et le lancement d'une entreprise. Parce qu'en fait, moi, je comprends aujourd'hui les gens qui sont extrêmement flippés de partir en indépendant ou même en collectif pour créer une société. Juste pour vous dire un truc, moi, je confondais, et il y a beaucoup de gens qui font encore cette erreur-là, le chiffre d'affaires, le résultat, même la trésorerie. C'est-à-dire, j'ai des trucs, c'était tellement brouillon qu'il était hors de question qu'on parte là-dedans en se disant vraiment, moi, la base, le chiffre d'affaires, c'était bénéf. C'était nickel. Mais je pense que je croyais la même chose. Et pareil, pour moi, le chiffre d'affaires et la trésor, mais c'est ultra con, maintenant que je le dis. Je me dis, mais à l'époque, c'était la même chose. Tu vois. Et en fait, au bout de quelques temps, tu apprends les choses. Tu te dis, oui, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ok, très bien. Et surtout, je me répète, tu désacralises le futur projet. Ouais, puis il y a un autre truc aussi, c'est qu'en France, déjà, au travers de tout, on va dire collège, lycée, même les écoles un peu classiques, il n'y a jamais un seul cours où on va t'apprendre à monter une boîte ou d'entrepreneuriat ou même que ça peut être potentiellement la gestion d'entreprise. Non. Donc en fait, on t'apprend jamais à entreprendre. On t'apprend surtout à écoute bien tes profs, fais bien tes cours, trouve un bon boulot et ferme bien ta gueule. C'est un peu ça le système français. Et en fait, on fait des bons salariés en France. C'est pour ça qu'on fait des mauvais entrepreneurs, je pense. C'est qu'on n'a pas de cours vraiment, un peu comme aux États-Unis. Alors, le système américain, il est bon, il n'est pas bon, on en pense ce qu'on veut. Mais tu vois, ils ont des cours de pitch. Ils apprennent à parler en public. Ils apprennent à monter des boîtes. Ils ont quand même plus de balles à la base et plus de conseils donnés sur créer, quoi. Ça, c'est un truc qui manque un peu en France. Et je te rejoins, du coup, je comprends qu'il y ait plein de gens qui soient flippés de se lancer. Parce que déjà, les charges administratives, les papiers, la compta, les charges. Ouais. C'est un bordel. 2 fois charge, du coup. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de charges. C'est ça. Mais non, mais bien sûr. Donc, non, je comprends. T'as raison sur ça. Non, et puis ça te permet de prendre conscience de un peu tout ce qu'il faut que tu prévois avant d'ouvrir. Mais oui, tu vois, bien sûr. Tu suis ta formation, tu dis, ah oui, d'accord, donc il faut que je prévoie ça. Ouais. Parce qu'à mon avis, j'allais oublier surtout les charges. De la trésor. Ou les charges. Ou les charges aussi. Ou les charges. Des fois, mais non, mais je te rejoins. Et vous rejoins là-dessus. Donc, tu vois, il y a... C'est bien ça. Tu vois. Non, ça, c'était... Ça a été prévoyant. C'est-à-dire que tu t'es pas... Ouais. Bon, déjà, donc t'as un associé, vous êtes 2. Ouais. Ok. Ah, vous n'êtes pas lancés comme des fous. Non. Et fait tous les 2, donc tu me disais la formation. La fameuse formation. Ensemble. Ok. Ouais, donc organisé quand même. C'est organisé. Mais en fait, c'était un organisme de formation. Okay. Ouais. Ok. Et après, je peux le dire, enfin, en fait, je me rappelle, mais je ne sais pas si on a le droit de le citer, etc. Ok, bon, ça s'appelle toujours Créatif, qui était une petite structure à notre époque, et maintenant, je crois que là, ça devient très solide, et c'est vraiment mérité. Mais après, il y avait des trucs... En fait, c'est parce que tu te retrouvais avec beaucoup de personnes qui avaient un peu le même profil, en tout cas le même passé que nous, c'est-à-dire qu'ils sortaient tous d'un PSE, donc un plan social. Et du coup, l'idée, c'était, pour certains, la facilité, c'était bon, je ne vais pas retrouver un boulot tout de suite, je vais me lancer en tant qu'entrepreneur. Il fallait voir les projets, c'est-à-dire que tu avais des projets tout à fait, normaux, j'aime pas dire ce mot-là, mais... Il y avait des cohérents. Cohérents. C'est-à-dire, nous, on était vraiment le cliché du projet cohérent. C'est-à-dire qu'on sortait... Oui, on restait dans le même domaine, etc. Donc, oui, bon, c'était cool.
Après, on avait des personnes qui, notamment, mais était d'une sympathie incroyable. Il s'était fait licencier de sa société de... Elle est là, l'anecdote, elle est là. Oui. Non, mais il s'était fait licencier de sa il s'était fait licencier de sa société de nettoyage. Et donc, il se retrouve donc en PSE, il se retrouve à côté de nous. Et en fait, au début, évidemment, il y a un tour de table de quel est le projet, tout ça. Et lui, le premier jour, des 5 mois, il me dit, moi, martiniquais, je me rappelle très bien, je vais... ça a une importance, le fait que ce soit martiniquais, puisqu'il voulait créer un aquarium d'eau de mer en Martinique, le plus grand du monde. Et donc, je dis, mais c'est mortel comme projet. Par contre, waouh, parce que quand même, vraiment, en plus, moi, c'était les 10 premières minutes. Donc, déjà, en tant qu'auto-entrepreneur, j'avais aucune base, mais je me disais quand même, ok. Bon, là, faut des sous. Là, voilà, tu sais, tout, mais donc évidemment quand il part sur un business plan, tu vois, où il dit moi je fais pas l'accent parce que c'est je vais le plus gros aquarium de toute la Martinique maintenant. Non mais en fait c'était tellement mignon. Il dit voilà, j'ai un business plan, je pense qu'il me faut entre 500 000 et 1 million d'euros pour monter ce projet. Et je dis moi je pense qu'il faut quand même nettement plus. Et tu peux pas partir plus. Moi j'y connais rien, vraiment j'y connais rien, mais je pense plus que ça. Et je lui dis, je pense qu'il faut que tu t'entoures, tu vois. Voilà, t'as un bassin avec un budget pareil. Tu mets... Franchement, entre 500 000 et 1 million, je sais pas ce que t'as, mais je sais pas si t'as... Ouais, je penserais pas que t'aies les poissons. Puis attends, et puis alors là, pour le coup, à mon avis, avant de t'installer, les normes, les machins, les trucs... Et il est... Ouais, non mais bien sûr. C'est même pas qu'une question de budget. Il était d'une naïveté, mais adorable. Et c'est là où, à un moment donné, donc il y avait une histoire de changement de groupe, on changeait de groupe, donc on se retrouvait pas tout le temps, tous les mois ensemble. Et en fait, je retrouve 4 mois plus tard pour... là, on était dans la session, je pense, web design, tout ça. Et il était encore sur ce projet, mais complètement lunaire, tu vois. Et c'est là où, à un moment donné, on s'est dit, peut-être qu'il faut lui dire. Ouais, il faut lui dire. Et donc, c'est là où le responsable de l'école était allé le voir, a dit, oui, effectivement, j'avais peut-être pas suivi tous les trucs, etc. Mais je pense, voilà, on va revenir sur quelque chose de plus terre à terre. Donc, il était reparti sur un bar aquarium, cette fois-ci, donc avec, un peu comme chez toi, c'est-à-dire, il y avait tu vois, dans sa tête, des espèces de tuyaux partout remplis d'eau avec des poissons qui partaient. Et donc là, je crois qu'on lui a redit chaud. Et du coup, il a fini par dire c'est pas grave, je vais lancer ma société de gardiennage en Martinique pour aller surveiller les maisons qui sont abandonnées. Donc rien à voir, mais dans son domaine, tu vois. Il était un peu dans la sécurité. Mais il y avait plein de profils. Bon, mais là, vraiment, je dis ça sans me moquer. Tout ça, c'était vraiment génial. Mais en tout cas, hyper utile comme formation. Pour t'aider à te lancer et surtout enlever cette peur que tu as, mais qu'on a toujours. Enfin, je pense qu'on a toujours cette peur-là qu'on reprend même au quotidien. Mais au départ, moi, je trouve ça effrayant. Ton truc, ça me rappelle une histoire. C'était, j'avais donc, au tout début, je commençais à faire un peu des campagnes pour une cliente, tu vois, qui avait un organisme de formation qui faisait des formations pour aider justement les créateurs d'entreprises. Sauf qu'elle avait un parti pris, c'était je n'aide les gens que s'ils ont trouvé leur ikigai. Alors, je sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Non. Alors l'ikigai, du coup, c'est une approche déjà japonaise qui est censée mettre au centre de ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce que tu veux faire, et ton toi intérieur, un truc comme ça. Et le centre du coup de ces 3 ou 4 cercles, c'est ça ton ikigai. Ok. C'est une approche centrée sur soi, son bien-être et tout le bordel. C'est super. Donc du coup, elle fait des pubs. Et en fait, le début de la pub, c'était toi aussi, t'es multipotentiel et t'as tes idées qui fusent en popcorn et tout, tu vois. Va te reconnaître là, non? Je pense. Désolé. C'est à venir aussi, d'ailleurs. Donc du coup, il y a eu plein de rendez-vous qui sont tombés. Mais le problème, c'est que sur tous les rendez-vous qui sont tombés, on avait que des allumés. Parce que les mecs arrivaient, moi je suis multipotentiel. Ouais. Et alors du coup, je leur demandais, c'est quoi tes projets, t'as envie d'entreprendre et tout, parce qu'au début, je m'occupais des closings, même j'essayais de voir un peu la qualité des prospects, ainsi de suite. Et j'en ai un, surtout, qui m'a marqué, que j'ai trouvé extraordinaire. Il arrive, il me dit, alors moi j'ai une idée. Je disais, déjà ça part bien. Il m'explique, il me dit, je vais faire de l'eau énergétisée. Alors, je dis, ok, mais développe un peu, parce que je sais pas encore là le truc. Il me dit, je vais faire venir des moines bouddhistes. Et ils vont bénir les bouteilles. Et ça fera de l'eau énergétisée. Et il me dit, attends, c'est pas tout. J'ai une deuxième idée. Ah putain, parce que tu m'as fait peur. Parce que je pensais qu'il y avait que ça, mais... Non. Là, après, il embraye, il me dit, on va faire venir des moines tibétains et tout le bordel. Et les soirs des lunes de sang et des pleines lunes, on va les faire bénir les bouteilles en pleine nuit, on va mettre des cailloux de lune et tout le bordel. Le mec, il me raconte tout son bordel. Ça va être compliqué un peu l'histoire. Et lui, c'est qu'un parmi tant d'autres, parce que j'en ai eu des furieux, je peux te dire.
fait, je suis même pas sûr qu'il n'y ait même pas une niche Mais oui, mais c'est sûr. pour ce genre de C'est truc. comment tu lances un truc pareil? Non, mais Rentrer j'ai chez pas dit que. Monoprix dans les boutiques et tout, tu vois. Non. Il y a des normes hygiène et tout quand même. Non, mais ça se vend pas en supermarché, ça se vend sur le web. sur le darknet. Ça se ouais, non. Mais non, mais il y a toujours un. Mais il y a une histoire comme ça. Alors, j'ai peur de dire une connerie parce que je m'en souviens plus trop, mais je crois que c'est des Canadiens qui ont créé des petites bouteilles d'oxygène là où tu prends des. Putain, j'ai vu. Les mecs qui vont Ah remplir ouais des bouteilles Ouais. d'oxygène. En altitude, etc. Ils prennent de l'air de l'Himalaya, genre dans une bouteille Evian, ils ferment. Ils te revendent ça 50 balles à l'arrivée. Ah, quel est. Extraordinaire. De l'air pur, Putain, que des Ouais, génial. C'est un truc de fou. Non, mais de toute façon, il y a On va te faire de l'eau en poudre aussi. tout se vend. Ah bah attends, Tiens. faut la réhydrater avec de l'eau. Tout se vend. Non, mais c'est quoi. T'as vu ce qu'ils vendent aussi? Je regardais une émission l'autre jour. Et donc, c'était vraiment, ils faisaient un comparatif. Je sais pas si vous avez vu, mais des fois, ils vendent des bouteilles d'eau, genre à Paris. 50 balles, 70 balles, 120 balles la bouteille d'eau. Parce qu'ils disent, ouais, c'est de l'eau des glaciers. Tu vois? Et donc, en fait, ils interrogent un médecin et lui demandent est-ce que, au niveau de la biologie, est-ce que pour le corps, ça a vraiment un impact de prendre ces eaux-là, tu vois, qui sont issues de glaciers, qui n'ont pas bougé depuis 10 millions d'années ou j'en sais rien, tu vois? Et le mec, il dit sincèrement, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'entre-temps, elles ont perdu tout apport, donc c'est vraiment même de la merde. C'est au sens. Super. Donc, ouais, il y a des business dans tout, vous êtes bien. Et alors, du coup, ouais, moi, j'ai une question Alors. pour enchaîner. Ouais. Donc, après, vous avez monté votre boîte. Ouais. Comment? Alors, est-ce que vous avez déjà démarré par un statut auto, tous les deux, et vous avez grandi comme ça? Vous avez attaqué direct en boîte? Et si c'est le cas, quand est-ce que vous vous dit que c'était le moment de monter votre boîte et que vous aviez trouvé votre premier client? Alors, je pense que ça s'est plutôt fait à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu déjà des propositions Ouais, avant de avant de monter la boîte en nous disant, depuis Bordeaux, enfin en tout cas depuis la Nouvelle-Aquitaine, on était encore à Paris, en disant en fait, nous, producteurs, donc futurs clients, en fait, on aimerait bien qu'il y ait des gens compétents et en plus une structure pour qu'on puisse post-produire nos films en Nouvelle-Aquitaine. On en a marre de monter à Paris et puis faire ça à Paris, etc. Enfin, en plus, nous, on est régi par de l'argent public puisque la majorité des films qui sont produits, je vous apprends rien, sont financés par soit des départements, soit des régions, tout ça. Par exemple, Donc en fait, en général, exactement, mais oui. Quand un film a, par exemple, un budget, une subvention de la Nouvelle-Aquitaine, bah, la production dépense son argent en Nouvelle-Aquitaine. Et au début, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de structure en post-production comme nous pour pouvoir faire le travail en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a eu déjà, au tout début, des demandes, des petits clins d'œil. Nous, ça serait cool qu'on ait et la structure et la main-d'œuvre. Ouais. Donc déjà, nous, on était déjà assez chaud, mais pour répondre à ta première question qui était déjà l'auto-entreprise, c'était compliqué parce qu'en fait, il nous fallait une structure. Il fallait un nom de structure pour déjà appâter appâter des gros budgets. Alors tout de suite des gros budgets, non, mais en fait, dans notre métier, si tu pars pas sur un investissement technique, si tu dis voilà, moi j'ai juste un ordi portable, quand bien même on puisse faire plein de choses sur un ordi portable, c'est pas la question, mais là en fait, en tout cas en post-production, on a quand même besoin de Vous avez des gros équipements, gros équipements, exactement, donc quand même relativement cher. Du coup, il faut les mettre quelque part et du coup, il faut de toute façon un endroit, un lieu, une situation pour pouvoir implanter cette entreprise. Donc déjà, le mot entreprise était lancé, donc c'était pas, l'auto-entreprise n'était pas, je pense, ça n'a jamais été une idée. T'as monté quoi, toi? On a monté une SARL. Ouais. Et là, pareil, pendant la formation, les mecs nous expliquaient SARL et SAS, on était là, oui, je comprends tout à fait. Ouais, faut prendre les Je différences. comprends rien du tout. Mais même aujourd'hui, je crois que je ne saurais plus trop te dire. Mais alors, l'avantage quand tu crées une boîte, alors contrairement au statut auto, où là, du coup, tu es de toute façon imposé sur ton chiffre d'affaires et pas sur ton bénéfice. Là où en boîte, tu vas pouvoir faire un apport en capital à la création et tu peux même avoir un effet un peu rétroactif, je crois, sur tes achats de matériel jusqu'à 6 mois avant. Et donc, en gros, si par exemple, tu as acheté tout le matériel, comme tu dis, qui sont des gros investissements, Ouais. tu peux le mettre dans le capital social de ta boîte que tu Oui. peux récupérer ensuite en salaire. Certainement. Que tu n'aurais pas pu le faire si vous avez gardé le statut auto. Et en plus, Et que j'aurais pas pu. Mais même la question n'était même pas là. C'est-à-dire que, en fait, pour l'investissement, il fallait qu'on emprunte. Oui. Et t'arrives auto-entrepreneur à une banque, meuf, à te dire, ben non. Voilà. Donc forcément, il faut que tu arrives avec déjà cette situation de SARL, même qui a 2 jours, tu vois. Mais Et puis des clients qui toquent à la porte. Et évidemment, avec des lettres. Et c'est pour ça qu'on a eu des clients géniaux qui nous ont fait des lettres, tu vois, d'emblée de je sais plus comment on dit là, ouais, de futurs contrats, qui dit voilà, C'est quasi business. Exactement.
Donc ça, c'était vraiment génial. Mais ouais, c'était directement la SARL. Alors après, pourquoi SARL et pas SAS? Je ne cache pas que je sais plus trop les raisons. Tu vois, par exemple, ici, nous, on est en SAS. Alors, là, de ce que je me souviens, c'est pareil. Hein, c'est que les SAS, déjà, te permet de... C'est un peu plus souple sur l'évolution, sur une autre création de boîte après. Et c'est ça. Ça, il me semblait qu'il y avait ça. Plus de charge, tu vois. T'as plus de charge en SAS. SAS, C'est objectif. tout ce que je me souviens. SAS, pour moi, objectif, c'est tu te verses des dividendes où tu es beaucoup moins imposé. Tu peux, en SARL, tu peux aussi Mais par exemple, en SARL, tu vas te verser des salaires, tu vas te taxer à 40%, là où en SAS, tu vas te taxer à 70%, un truc comme ça. Ouais, c'est plus, ouais. Attention à salaire et rémunération. Bah, versement de salaire. Enfin, Une rémunération. De gérance. Voilà, En tout cas, non, parce que on est en plein dedans en ce moment, mais effectivement, il y a la notion de salaire et de rémunération qui n'est pas la même, puisque tout l'intérêt d'être gérant, enfin, intérêt ou des avantages, mais d'être gérant d'une société, c'est que tu peux te payer ou pas te payer. Ouais. T'as le choix. Alors que quand tu as un salarié, je pense que là, pour le coup, tu es beaucoup mieux placé que moi pour en parler, parce que moi, je n'ai pas de salarié, j'ai cet avantage-là. C'est-à-dire que tu es obligé de le payer quoi qu'il arrive. Ouais. Si ton business est vraiment dans le rouge, etc. Mais non, en fait, tu es légalement obligé de payer ton salarié. Toi, tu peux ne pas te payer, super. C'est cool. Enfin, c'est cool. Au moins, tu privilégies, tu jongles, tu vois, entre ta vie perso et la santé du pro. Mais ton salarié, lui, il faut que tu le caleras, quoi. Mais ouais. Donc, c'est aussi ça qui a fait que, voilà, nous, on s'est ultra blindés. On a dit, voilà, nous, si on veut être gérant, co-gérant, machin, à 50-50, c'est quoi? Bah, SARL, on est parti là-dedans. Écoute, ça fait 7 ans. Ouais, tout se passe très bien. Donc, Et là, aujourd'hui, vous êtes en recherche des fois, enfin, j'imagine que c'est beaucoup de bouche à oreille, mais est-ce que tu es quand même en recherche permanente de nouveaux clients, ou alors ça tombe et tu dis, putain, j'ai assez de taf. Et après, c'est quoi suivant ce que tu vas me dire, mais est-ce que c'est quoi l'évolution? Est-ce que tu te dis, bah, je vais embaucher pour essayer d'avoir d'autres marchés? Est-ce que tu es bien comme ça, et dans ce cas-là, tu te dis... Mais en fait, je crois que ça dépend des moments de l'année où des fois on est vraiment dans le jus. Ouais, il y a forcément des périodes, notamment l'été. En fait, l'été, c'est assez simple en fait, puisque comme les films se tournent en été, puisqu'il fait beau, etc. Et bah, du coup, les post-productions se calment un peu. On a moins de taf l'été qu'à partir de septembre-octobre où ça commence à partir en vrille. Et après, tout au long de l'année, jusqu'à avril-mai, c'est horrible c'est horrible, c'est génial, génial et horrible à la fois, parce qu'on est dans les gros festivals, dont le festival de Cannes, donc il faut vraiment s'acharner. Mais ouais, il y a cette grosse coupure juillet-août. Mais donc ça dépend des fois où je me dis, putain, ça serait bien qu'on ait des salariés et tout ça. Mais je peux pas m'empêcher de penser au passé, quand on était à Paris, où tout le monde s'est pété la gueule à Paris parce que immense structure. On va construire des bâtiments, on va engager des gens, etc. Donc, tu as une masse salariale de dingue. Tu as du foncier à plus savoir qu'en faire. Et donc, tu reviens sur les charges, tu vois, où c'est invivable. Et ils se sont tous pété la gueule. Et du coup, tu as cette espèce de trauma et te dire, putain, si on prend quelqu'un, en fait, ça va augmenter forcément notre capacité de travail, ça c'est sûr, et tout ça. sûr. Mais putain, si ça se passe mal. Ouais, la bascule est... Ouais, c'est ça. Là, tu sais, il y avait Laurine qui était partie donc chez Bouygues Télécom, et ils sont en train de faire un gros virage. En fait, ils ont eu un plan de licenciement, ils ont viré plein de monde. Télécom quand même, donc gros groupe. Ouais. Ils virent plein de salariés, ils font appel à de plus en plus de freelance. Ouais, ben voilà. Donc ça te coûte un peu plus cher, mais au moins tu as la flexibilité, tu vois. Mais c'est ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver du taf, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué. Parce que quand bien même, je pense à des mecs, je regardais une vidéo. Du taf en fixe, tu veux dire, en CDD, CDI. J'ai vu une vidéo, elle disait, putain, je me suis fait chier, j'ai fait 5 ans d'études, je sors avec un master. Pourquoi? Pour qu'on me dise non partout. Et les seuls tafs qu'on me propose, c'est des stages. On va me payer le SMIC. Les mecs allaient me faire enculer, tu vois. Donc, oui, mais ça, c'est autre chose. Là, on parlait de CDI, CDD versus. je pense que les boîtes sont en train de faire le shift. Hein. Elles vont faire appel à plus de freelance, ça coûte un peu plus cher, mais au moins t'es. Ouais, oui, est libre, je trouve. Tu vois. Je sais que ça existe même dans le métier de barman. Hein. Des mecs qui sont en freelance barman. Ouais, c'est ma question, ça. Comment tu est-ce que tu peux faire nous on appelle ça des piges? J'imagine que c'est pareil. Bon, après, tu as les extras, ça c'est sur des événements assez ponctuels. Tu dis, bon, il me faut un gars, donc tu prends l'extra, donc tu payes à la presta.
Mais je sais que tu as des barman aussi en freelance, c'est-à-dire que tu peux prendre sur du plus long terme, tu vois. Tu payes un peu plus cher. Il a des saisons. Ouais, son compte. Ok. Donc, t'en as, ils optent un peu pour ce. Et je pense qu'on va par là. Je pense aussi. Hein. Puis je sais pas si c'est une mauvaise chose aussi. T'as même des boîtes qui font du placement un peu sous forme, je dirais intérim, mais qui font du placement je parle du milieu CHR, restauration, etc. Que ce soit serveur, barman, etc. Sur du plus ou moins court long terme. Tu vois, ça peut être des missions de 1 semaine, 1 mois, tu vois. Ça existe, ça. Parce qu'en plus, nous, ce milieu-là fait qu'aujourd'hui, trouver du staff, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Donc, en plus, tu as des boîtes qui sont créées qui justement t'apportent des gens, quoi. Mais Parce que toi, vu qu'on parle de ton créneau, ouais. nous, on entend parler de choses, etc. La restauration, c'est compliqué de trouver des gens pour bosser, motivation, etc. Toi, tu confirmes ça? Alors, le milieu du bar, en tout cas, moi, pour le bar à cocktail, c'est plus... Je veux pas dire que c'est plus simple, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est assez sympa. Ouais. Alors, le monde du bar, en tout cas bar à cocktail, déjà, il faut savoir que sur Bordeaux, il n'y en a pas 36 000. Donc, je te parle de bar à cocktail pur. Donc, finalement, les places sont chères aussi. C'est-à-dire que des barman qui veulent bosser dans un bar sympa, faire vraiment du beau cocktail, de la création, etc. Ouais. En vrai, il y a des gens qui cherchent. Donc, nous, ça va. Et puis, voilà, il y a cette ambiance de bar assez cool. Voilà. Par contre, la restauration, le restaurant pur, ouais, eux, ils galèrent. Et l'hôtellerie. Ah, l'hôtellerie aussi. L'hôtellerie, restauration, ouais, ont du mal à trouver des gens, ouais. Il y a toutes les corpos. En fait, dans des grosses boîtes, tu as les préparateurs, les chauffeurs-livreurs. Et pourtant, c'est des tafs qui sont demandés, mais plus personne veut bosser, en fait. Ouais. Alors, il y a aussi le créneau de, en tout cas pour de la restauration et le bar aussi, indirectement. Il y a aussi, maintenant, tu as des gens qui vont postuler, mais par contre, ils veulent pas travailler le soir. Ouais, ils veulent avoir ils veulent avoir leur week-end, etc. Alors, est-ce que Covid ou pas? Mais ça, on en pense. Enfin, on en pense quoi? Est-ce que c'est normal que parce que ça fait depuis des dizaines et des dizaines d'années que le secteur de la restauration, évidemment, tu comptes pas tes heures, t'en chies. J'imagine que dans les cuisines ou suivant les restaurants, les hôtels, etc., je pense que t'en prends un peu plein la gueule, etc., et c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on pense que c'est normal aussi que la nouvelle génération décide de dire « Oh, ok, vous voulez que je bosse là-dedans, mais à mes conditions ?» Moi, je pense qu'il y a un juste milieu. Moi, je pense qu'il y a 2 raisons. Il y a raison Covid. Je pense qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que c'est bien d'avoir ces soirées, ces week-ends, et voilà. Et je pense qu'il y a aussi la raison nouvelle génération, parce que c'est une réalité. C'est-à-dire que la nouvelle génération aujourd'hui, je trouve que heureusement, il en reste des gens qui veulent bosser. Ah, mais bien sûr. Mais par contre, c'est voilà, on a le choix, on peut changer. En plus, on est en demande, c'est-à-dire que tu vois, le milieu CHR est en demande de staff. Donc forcément, comment dire, ça s'est inversé au niveau d'offres et de demandes. Ouais, donc si tu veux, ils peuvent aussi, et puis c'est tout à leur honneur, négocier, etc. Mais derrière, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, si tu veux, qui voilà, ils veulent pas finir tard, ils veulent pas travailler les week-ends, ils veulent faire partisan du mois de Moi, je pense que c'est donc je pense que multifactoriel. Oui, peut-être. Hein. Il y a le Covid. Comme si je suis dans ce domaine-là, voilà. Non, mais il y a le Covid. Je pense déjà que ça a mis pas mal, et surtout la génération des jeunes qui arrivent un peu dans une posture de est-ce que je n'en foutrais pas le moins possible. Deuxièmement, tu as les réseaux, surtout TikTok. Et en fait, c'est simple. Quand tu dis à quelqu'un, à l'époque, fais des études de médecine, tu deviendras quelqu'un, tu gagneras bien ta vie. Un médecin au max. Mais ça prend quoi? Ça prend 10 000? Oui, on va dire ça. Tu fais TikTok. Tu danses comme un con devant la caméra. Tout le monde n'est pas médecin, et puis il n'y a pas tous les médecins qui prennent 10 000 balles. C'est ça. Tu danses, tu fais le con devant la caméra, tu fous la merde, tu vas faire éclater des pétards ou j'en sais rien. Monter ses fesses. Tu montes ton cul, tu montes un OnlyFans, et tu fais 50 000 par mois. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient envie d'aller bosser? C'est normal qu'il n'y ait plus personne qui se pousse à aller chercher du taf. En fait, il y en a qui font cet argent-là, il y en a beaucoup qui ne le font pas, parce que ça, c'est une minorité. Ouais, bien sûr. Sauf que les jeunes pensent que c'est la norme. Faire, ça a marché. Bon, alors d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout à l'heure, tu me parlais de... Je suis d'accord avec toi. Je t'entends parler. Le sujet était bien. J'étais d'accord avec toi sur à l'école, effectivement. Bon, peut-être qu'il manque quelque chose pour galvaniser les jeunes. Enfin, nous à l'époque, effectivement. Est-ce que tu penses que déjà là, il faudrait... Parce que moi, j'ai l'exemple, par exemple, de l'éducation civique. En fait, moi, c'était pas le fait qu'on m'apprenne pas à monter une boîte qui me dérangeait a posteriori en sortant du lycée, etc. C'est de me dire...
pourquoi il y a personne qui m'a expliqué ce que c'était que des impôts, la sécurité sociale, machin, etc. Tu sors de là, tu te dis putain. Heureusement que des fois, tu as la chance d'avoir des parents pour te dire attention, parce qu'à un moment donné, tu vas te faire asthmat comme ça. Et puis, la sécurité sociale, bah, ça sert à ci, puis tu payes pour ça. Bon, je suis pas du tout jalé avec ma phrase. Non, mais pour savoir que Louis VI le Gros et les Carolingiens, ça, on se fait Et chier bah, tout le c'est collège. mais ça, c'est ce que. Mais Voilà. par contre, les impôts et tout ce qui fait la vie, ça, on nous en parle Voilà. pas. Et je trouve ça Bon. complètement con. Du coup, non, ma vraie question, c'était qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là avec ton TikTok, avec ton Instagram, avec les TQ et tout ça. Ça. Non, mais bon. Non, mais Sujet là, c'est un autre débat. en Compliqué. sincèrement, je pense que déjà, c'est ça. Les études ne nous préparent pas à la vie. Deuxièmement, les réseaux sociaux sont en train de décrocher les jeunes des études. Donc, si déjà les études ne te forment pas avec les réseaux sociaux, ils t'apportent pas non plus beaucoup de valeur, tu vas pas dans la bonne direction. Troisième point, les boîtes et les charges en France surtout. On a fait un système qui valorise la feignantise, tu vois, qui valorise pas l'efficience, la qualité, l'envie de bosser, tu vois. Un mec qui branle rien en France, tu peux pas le payer plus. Parce que lui, ça va le faire changer de tranche d'impôt. Et toi, tu vas payer 2 fois plus de taxes. Un mec qui branle rien, par contre, pour le virer, ça va te coûter la peau des couilles. Aux États-Unis, un mec qui bosse, tu peux l'augmenter, il fait de la merde, tu le vires. Et on valorise la qualité chez eux. Alors, je dis pas que le système est meilleur là-bas. Je dis juste que quand un mec bosse, tu peux le remercier, et quand un mec fout rien, tu peux le mettre dehors. Alors, je me désolidarise complètement avec les propos de Glory. Ah, moi, je pense. Non, mais non, mais il y a du vrai. Pour ça. Moi, ce que je veux juste savoir, c'est que parce que là, t'as l'air d'un pessimisme. Ah, mais c'est baisé, je vous le dis, la Voilà. France, c'est Non. mort, voilà. Moi, je pense que pour revenir sur votre sujet de TikTok, de nanana, je pense que Benoît a raison. C'est une minorité. Tu vois, des meufs, oui, pardon, enfin, ça va être les filles qui montent leurs fesses, etc., machin. C'est parce que tu penses Qui au cul, toi. Mais je, mais vite, mais, pour ça que tu voulais mais non, dire mais ça, pas du tout. Salaud. Mais parce qu'il me parle d'OnlyFans et de mimes, etc. Et je suis d'accord. Parce qu'après, je vois quand même ce qui se passe. Mais je pense que c'est Je sais quand pas même une. pourquoi je la cache en fait. Mais Non, oui. Mais non. Sois-en fier, montre-la. Demande ça sans pression. Demande ça sans pression. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas qu'un physique. ça. Moi, je pense. Non, mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, je pense que on dramatise trop. Ouais, mais. Je pense qu'il y a des jeunes qui effectivement n'iront. Il n'y a pas que des mauvais jeunes. Mais putain, heureusement, évidemment. Je te trouve un peu dur dans tes propos. Mais C'est pas tous des incapables. Arrête, merde. C'est ce que je me tue, essayer de te dire. Mais t'en as beaucoup qui croient. Et ça, c'est vrai. Et donc, on revient sur le. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait le lien avec l'éducation nationale. Je pense que là, enfin, l'éducation nationale, l'école en général, et c'est là où l'école devrait dire attention, oui, je vois où vous voulez aller avec vos Instagram, avec vos réseaux sociaux, avec vos chaînes YouTube. De toute façon, chaîne YouTube, c'est de la merde. La merde. Mais Merde. attention, il y a très peu de. Beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. d'élus. Voilà. Ah, putain, je voulais la sortir en une fois, j'y suis pas arrivé. Mais par contre, un point où on est en train de soulever un sujet que je pense être intéressant. Oui. Ça va se faire en une phrase, mais je pense que le salariat pur, ça va commencer à prendre une vraie claque et ne restera que les bons. On partait de là, effectivement. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus, alors soit d'auto-entrepreneurs, soit micro-entreprises ou ce genre de statut, ou bien beaucoup d'agences d'intérim. Pour venir justement pallier à ces demandes un peu temporaires. Et je pense que ça va vachement augmenter. Et pour trouver du taf en CDD ou CDI, ça va être super dur. À moins s'ils baissent un peu les charges. Mais ils le baisseront jamais. Et que. Comment veux-tu ? Et moi, je suis d'accord, parce que quand tu écoutes les interviews des jeunes, qu'est-ce qu'ils disent Hein Ils disent que je veux pas faire comme papa et maman, rester dans le même taf pendant 30 ans, etc. Mais en fait, c'est ça. Je pense que oui, on a besoin. Mais là pour le coup, je pense que ils ont raison. En fait, on a besoin de changement. Ouais. Et c'est ça. Je pense que le freelance fait que ouais, tu peux changer de bureau, de cadre de professionnel plus facilement que partir 10 ans en CDI. Un truc qui a été bien aussi avec le Covid, pour le coup, ça a été la normalisation du travail en distanciel et puis de la visio. Tu vois, parce que moi, j'ai plein de clients, je les ai... Mais moi, je trouve ça Télétravail, tout ça. Ah bah, moi, j'ai plein de clients, je les ai jamais vus. En physique, je veux dire. Je trouve Oui, j'ai ça. fait que de la Voilà, visio avec eux. c'est un autre point de vue. Et ça, c'est pas Moi, mal. le télétravail pour la restauration, c'est de la merde. Ah oui, ça, oui, oui. Non, mais Compliqué. pas nous, enfin, au niveau de la fréquence, la clientèle, je te parle. Ouais. Tu vois, ça a tué plein de restaurateurs, le télétravail, parce que quand tu as une entreprise qui est pleine de gens, enfin, pleine de personnes qui, le midi, vont manger au resto, parce que, Bien sûr. et le soir, ils se motivent pour aller boire un coup, parce que c'est tout un groupe, et que maintenant, ils sont 2 par jour, et puis ils se croisent, et puis machin, personne se motive pour aller manger, pour aller boire un coup. En fait, ça, pour moi, et puis socialement, c'est un problème. Enfin, tu vois, télétravail, ouais, c'est cool de temps en temps, mais je pense que ça te donne, enfin,
Parce qu'on va pas se mentir, hein, les gens, il y en a beaucoup en télétravail, ils sont en chaussons, ils sont en pyjama. Ouais, Bien sûr. T'as ton enfant qui court à la maison, tu bosses pas, parce que tu bosses combien d'heures en vrai Là, les salariés en télétravail, je te rejoins. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en servent pour se pignoler quand même un petit peu. Par contre, moi, à mon compte freelance, tu vois, j'ai la charge de ma réussite. J'ai toujours envie de bien faire. Et je pense que ça, c'est une vraie différence entre entreprendre et être salarié. C'est t'as vraiment envie de réussir parce que tu le fais pour toi. Qu'un salarié, lui, il va au boulot, il fait sa journée, qu'il branle rien ou pas. De toute façon, ça va pas changer grand-chose pour lui. Tu vois, à la fin du mois, il aura le même salaire. Oui. Et c'est pour ça, en fait, je trouve ça compliqué de motiver quelqu'un à bosser pour une boîte qui est pas la sienne. En fait, je comprends pas. Après, il y a des gens qui se. Mais la sécurité. Oui, il y a des gens qui se. C'est la sécurité, c'est Enfin, qui se complètent là-dedans, hein, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir leur truc et tout. Ils font leur boulot, ils rentrent et puis après, ils c'est autre chose, oui, parce que nous, ils crochent, voilà. Et oui. Non, mais moi qui l'ai vécu, je te promets que des fois, j'y pense, je me dis putain, ça me manque. Et après, évidemment, je switch et je me dis, bon, putain, en fait, il y avait d'autres trucs qui te pétaient les couilles et là, t'es 10 fois mieux aujourd'hui. Mais il y a forcément des moments où je me dis, putain, en fait, à l'époque où t'étais juste salarié, ouais, effectivement, tu vois, à 18-19 heures, tu sortais, tu déconnectais, t'allais rejoindre tes potes et tu faisais n'importe quoi. Et tu pensais à plus rien. Il n'y avait pas d'histoire de putain, en plus de ça, faut que je tape la compta. Il faut que putain, comment il va se passer l'exercice de fin d'année, etc. Mais encore une fois, je me répète, à côté de ça, il y a quand même des milliards d'avantages, je trouve, à être indépendant qu'à être salarié. Ouais. Mais je comprends complètement la sécurité que procure le salariat. Complètement. Donc aucun jugement. je me désolidarise. je me déstabilise complètement de ce qu'il dit Henri. J'ai envie de revenir sur ton activité. Oui. Savoir un petit peu, c'est quoi la suite? Comment tu vois la chose te concernant? Est-ce que tu veux rester dans ton domaine? Est-ce que tu vas partir sur un autre créneau? Toujours dans je sais pas si on peut dire l'audiovisuel. Ouais, si, l'audiovisuel. Écoute, pour l'instant, moi, ça me plaît toujours autant. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, après, il y a des projets où tu dis, putain, en fait, on passe beaucoup de temps dessus, ça me fait chier, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie d'élever des moutons dans le Larzac, etc. Je pense qu'on se l'est tous dit. Mais pour l'instant, je suis encore toujours aussi amoureux de mon métier et dans toutes les phases de mon métier, c'est-à-dire vraiment dans mon métier de cœur et de formation, c'est-à-dire l'étalonnage, donc en technicien pur, et dans la gestion d'une structure de post-production, avec tous les projets qui rentrent, le contact avec les clients que j'avais pas avant, évidemment, quand j'étais simple technicien et embauché dans une société. Pour l'instant, je m'éclate. Après, je sais pas de quoi les années vont être faites, notamment avec le sujet que vous avez abordé la dernière fois, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, qui pour l'instant ne m'effraie pas plus que ça. Mais bon, ça peut être aussi, il faut y réfléchir et il faut voir ce qui va se passer avec. Mais en tout cas, pour l'instant, évoluer, je sais pas où on va. Je sais pas si on veut grossir. La société veut grossir. En tout cas, on veut qu'elle perdure le plus possible. Parce que je pense qu'on est des trois dans ce cas-là, on est hyper fiers d'avoir créé un truc, hyper fiers des retours de nos clients et qui veulent qu'on continue, etc. Donc, de toute façon, ça sera toujours l'objectif. Donc, ouais, toujours aussi motivé. Et après, ouais, on verra, quoi. On verra comment ça... Toi, c'est un boulot que tu peux faire à distance, ça? C'est un boulot qu'on peut faire à distance. Mon boulot d'étalonneur, on peut le faire à distance. Mais c'est... Ce qui empêche, c'est le matos, mais en fait, alors là, c'est plus technique, c'est surtout les supports de visionnage. C'est-à-dire que nous, on travaille dans nos... Avec 8 écrans. Avec 8 écrans, presque. Non, mais surtout, on travaille notre image sur laquelle on travaille, en tout cas, qu'on regarde quand on étalonne un film, elle est sur un support de projecteur ou de diffusion, un moniteur d'étalonnage qui est calibré. Alors calibré, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des normes de diffusion internationales qui nous disent, voilà, par exemple, la luminosité d'un écran doit être de temps pour tous les écrans du monde entier. Donc nous, nos écrans d'étalonnage sont calibrés, etc. Donc moi, si je vois une image sur mon écran d'étalonnage et je l'envoie à notre laboratoire de post-production sur le même écran, on va voir la même chose. Ouais. Évidemment, vous vous doutez bien que... mes parents sur leur télé voient absolument pas la même chose que moi, que si je le mets sur ton écran, sur ta télé ou sur ton téléphone, etc., on verra pas la même chose. Ce qui paraît hyper con quand on dit ça comme ça, et c'est
tellement con, c'est vraiment con. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi, au bout d'un moment, on fait ce métier. C'est-à-dire que si on voit pas la même chose sur chacun, pourquoi moi je passe 2h30 sur un blanc et c'est un peu plus rouge, un peu plus bleu, etc. Oui, mais bon, ma mère, elle va voir un truc complètement orange. Donc, bon. Mais bon, ça m'a empêché de dormir les 2 premières années je pense, de Je pense que par exemple, ton père ou ta mère, ils regardent sur leur télé. Ils ont toujours la même habitude d'avoir les mêmes couleurs sur leur télé. Tout à fait. Donc en fait, le fait que ça soit étalonné sur des normes, ils auront toujours les mêmes. Ils ont le même rendu finalement. Oui, voilà. Ils regardent de la merde, mais c'est la merde qu'ils ont l'habitude de regarder. Voilà. Ça, je veux dire. Oui, genre, moi, sur mon téléphone ou sur leur Tout à fait. ça, donc, tout à fait. Tout le monde a l'habitude d'être sur vos standards. Voilà. Mais alors du coup, quand tu bosses à distance avec quelqu'un qui regarde ça sur, je ne sais pas, si lui il regarde ça sur son Mac, lui il va me dire putain c'est beaucoup trop lumineux, etc. Je dis ouais mais mon gars, je sais pas comment t'as réglé la luminosité de ton Mac, je sais pas comment t'as réglé ton espace colorimétrique de ton Mac. Non, jamais. Toujours resté. Toi c'est vrai qu'avec les clients du coup, parce que t'as ton truc qui est, comme tu dis, calibré au top, mais t'envoies le résultat à un client, il te dit j'aime pas du tout, c'est pas bien. Ça c'est le. Alors ça n'arrive jamais. Non, mais il y a des gros. Mais non, pas du tout. Non, évidemment pas. Mais il y a effectivement là en plus ça va, plus il y a des dialogues de sourds avec les nouvelles technologies, les nouveaux Mac, les nouveaux écrans, les nouveaux PC, etc. Où tu sais pas ce qu'ils regardent. Ouais. Ils sont au téléphone, ils disent mais moi je vois quelque chose. Mais moi gars, franchement, je comprends pas ce que tu me dis parce que vraiment c'est à des années-lumière de ce que j'ai devant les yeux. Et quand tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te montre vraiment ce qu'il voyait sur son Mac, tu dis ah ouais gars putain. Ah non, c'est pas comme ça, il faudrait le régler comme ça. Et quand tu le règles, tu dis voilà, là on voit à peu près la même chose. Mais tu peux pas dire à tous tes clients, il faut que tu règles ton ordinateur dans tel truc. Moi c'est bien, mais c'est ton ordi qui est pourri. Ouais, non mais c'est horrible parce que le mec il va dire, alors moi je crois pas parce que comme je l'ai payé 2500 €, je pense que c'est bien. Moi je pense que c'est bien. Et tu dis oui, mais non, c'est pas tout à fait bien. Donc là voilà, mais bon, ça finit toujours par s'arranger. Mais je sais pas où on allait. Par rapport à l'IA, oui. pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Alors effectivement maintenant l'IA, tu vois, dans nos boulots, elle peut commencer à venir prendre un peu de. Mais on en parlait la dernière fois. Benoît me demandait est-ce que tu as peur que ça vienne te bouffer ton taf? Et fondamentalement, je pense pas, parce que je pense que les gens, de toute façon, même si demain on leur dit écoute, grâce à l'IA, tu peux étalonner ton film en 5 minutes, je pense qu'ils auront. Alors après, il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser, tu vois. Faut quand même lui. Ouais, faut lui parler, tu vois. Faut savoir lui dire. Pour le montage du podcast, le premier. Tu vois, je m'en suis occupé parce que j'aime bien un peu mettre les mains dans la technique et tout, ça me plaît, ça m'amuse, tu vois, genre c'est vrai que c'est sympa, j'aime bien mon petit truc, tiens. Mais pour le bien les petites mains, petite technique, ça me plaît, tu vois. Donc je suis parti le faire et tout, c'était sympa. Mais j'ai vu que par exemple Adobe, c'est Premiere Pro, avait une extension maintenant où tu mets ton podcast, tes fichiers, il te coupe tout, nickel. Et terminé. Genre c'est les boring cuts ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Mais alors, ça te montre le podcast. Et quoi, ça c'est estampillé intelligence artificielle. Ils disent c'est Adobe AI. Ouais. Et toi, par exemple, j'aurais pu me dire, je sais pas, je sais que tu bosses avec DaVinci. Ouais. Tu peux imaginer demain une IA qui va faire l'étalonnage entre les différents plans. Et ben, il n'empêche que je suis sûr que tu auras toujours des clients qui diront, écoutez, ça me casse les couilles, je sais pas faire. Et toi, tout ce que tu vas gagner, c'est du temps, en fait. Ouais, mais tu oui. Il y en a quand même qui, du coup, vont s'y intéresser et qui vont le faire. Ouais, mais ça, c'est des mecs qui aiment un peu mettre les mains dedans. Du coup, ça aura jamais été des clients. Ouais. Et puis, il faut être capable de lui demander. Tu as des mecs qui s'intéressent à ça et qui le découvrent, c'est déjà des mecs qui sont un peu dans la technique. Je pense que c'est. Oui, exactement. Après, c'est déjà des gars curieux, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas des clients. Tu vois, moi, plutôt que de payer un freelance, je préfère utiliser une IA qui va me coûter 20 balles, je lui balance le truc et terminé. Mais de toute façon, j'aurais jamais été client de ces mecs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense qu'il faut aussi. C'est le même sujet. Moi, je me suis rendu compte d'un truc. Je pense qu'il faut faire attention à ce IA. Parce que je pense qu'il y a des mecs très malins. Si j'étais un peu partout. Non, mais qui te mettent IA alors que c'est juste du dev, etc. Machin. Oui, c'est une IA qui va stabiliser les plans, qui va. Je sais plus ce que j'ai utilisé la dernière fois. Je me dis, mais c'est pas du tout une IA. Enfin, je vois bien que. En fait, la définition de l'IA, en tout cas, sa caractéristique, c'est que visiblement, plus tu vas lui faire bouffer. Là, en l'occurrence, c'est un logiciel qui potentiellement te dit ouais, je sais stabiliser des plans. Et visible, une IA, c'est si plus tu vas lui faire bouffer des plans à stabiliser, plus elle se sera améliorée. Bon, j'ai bien vu que c'était pas du tout une IA. C'est juste un logiciel de stabilisation plus ou moins / moins compétent, voilà. Mais il est vrai, mais c'est pas du tout une IA. Et je pense que ça, je me suis dit putain, en fait, il y a des gros malins qui te placardent IA sur plein de petits logiciels ou plugins. Pour te dire que c'est une IA, ça en est pas du tout.
Donc je pense que Marketingment parlant, ça plaît aujourd'hui. mais bien sûr. Tu mets IA n'importe où, les mecs ils disent. Mais oui, c'est ce que je me C'est dis. fait par IA, ça? Oui, c'est fait. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète en fait, c'est de me dire que les gens, enfin, moi, je pense que c'est plus de ton côté, tes clients pensent que l'IA est plus compétente, plus intelligente que l'humain. C'est très. En fait, C'est contradictoire, moi, je trouve. ouais. C'est très clivant. Moi, j'ai des clients qui m'ont déjà demandé vous travaillez avec l'IA? Alors, je dis oui. Soit le mec il va me dire putain, c'est génial, on y va. Soit il va me dire ah bah je vois pas pourquoi je vous paye. Et le problème, c'est Alors moi, je comprends le deuxième du coup. D'accord, je les comprends limites, le deuxième. je comprends le discours du deuxième. Après, si tu arrives à lui expliquer pourquoi tu travailles le avec problème, l'IA, c'est que c'est hyper clivant. Tu peux pas savoir ce que le mec a en tête en amont. Donc, du coup, quand vous bossez avec l'IA, non? ouais. Moi, Bon, ouais. Ça dépend, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On peut en mettre, on peut ne pas en mettre. Vous nous dites. Ah, l'IA, d'accord. Non, je croyais que c'était Iris. ouais. Non. L'IA, mais j'entends beaucoup. Mais alors, le point, c'est que du coup, là, j'en ai un, par exemple, sur de la rédaction d'articles. Il me dit, mais ça va être fait par IA, ça? Alors, maintenant, j'ai trouvé un peu une combine. Le mec, j'ai dit, bah écoutez, Que tu donnes à tout le monde, du coup. on fait un premier jet avec IA. Et ensuite, on retravaille ça avec un copywriter qu'on a en interne. Parce qu'en fait, si on envoie le contenu généré par IA directement sur Google, vous allez vous faire T'as strike. envie de lui dire à ce mec-là, vois mais ça va être fait par IA. Bah, faites-le toi, fais-le tout C'est seul. grave, mais va sur ChatGPT, il me casse pas les couilles, bordel de merde. Mais le mec, je comprends pas, tu vois. Fais tes articles toi-même. Ça prend pas longtemps, tu vois. Bon, c'est un peu chiant, mais ça se fait. En vrai, ça se fait. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que il y a beaucoup de gens effrayés par l'IA. Enfin, parce que tu sais. Ah, il y a de quoi. Il y a un peu de quoi. Il y a un peu de quoi être. Mais en même temps, tu me dis maintenant, ils t'appellent en disant, mais en gros, ils veulent que tu utilises l'IA. Enfin, tu vois, c'est. Je comprends pas les gens. Alors ils ont peur, qu'il ils y ont a, pas peur, alors qu'il y a un intermédiaire que tu peux squeezer. Pardon pour toi. oui, Mais exactement. est-ce que vous D'accord. utilisez IA? Oui. Ah, cool. Bah, Ah, du c'est coup, super ce que vous faites. Je comprends pas en fait. D'un côté, on a des gens effrayés, mais on a aussi, ils sont aussi demandeurs. Tu vois. Après, c'est pour ça ça que qu'il y a j'arrive beaucoup pas à- de bullshit. Après, non mais après pour quand même remettre le truc dans le contexte, parce que tu m'as un peu montré, etc. En fait, il y a IA, c'est-à-dire que moi, si moi, ChatGPT, à part lui faire dire de la merde ou corriger mes fautes d'orthographe, j'en suis à 0,001% des capacités. Maintenant, quand tu commences à faire des scripts, etc., machin, pour qu'il, En fait, c'est ça. le truc, il faut c'est- savoir s'en servir. Pour bien utiliser l'IA, en fait, il faut lui faire des vrais prompts. Et en gros, par exemple, à chaque fois que tu ouvres une conversation sur ChatGPT, il faudrait quasiment. Déjà, est-ce que tu es obligé de dire bonjour? Parce que moi, je lui dis toujours bonjour. Je dis bonjour. Non, je te jure, c'est Moi, moi. je dis plus. mais moi, je dis toujours. Moi, ça dépend des fois comment je suis. Tu vois, des fois, je dis bonjour, tu vas bien? Excuse-moi, je peux te demander ça. Corrige-moi ça. Parce que je me dis, si Je jamais suis ça toujours- part en Skynet, au moins, elle se dira, lui, il était gentil. Mais je crois que c'est ça. Moi, je suis toujours dans ce truc-là. Si jamais ça part en Terminator derrière, Mais je crois que je suis sur le s'il te plaît aussi, moi. s'il te plaît. Je dis s'il te plaît. Pas te déranger. Si Tu ça peux sent- me faire ça, s'il te plaît? Vous êtes formidable. Ah, c'est moi la début. Tu la vous vois, moi je la vous vois. Moi, je t'appelle madame, vraiment, il a un peu pas d'emmerde. Ah, je tutoie, moi. Ah, je la tutoie. Terminator est de- Ah, je la tutoie. Je te rassure, je la vois pas. Je lui dis même pas bonjour, moi. Eh, Mine, toi, fais-moi ça. Moi, c'est maintenant, Merci. c'est de la Enfin, si, je dis des fois merci. C'est un délire. Eh, Non, mais fais-moi tu deviens- ça. Tu deviens dingue en fait. Mais en vrai, alors, Tu te dis, putain, elle va être reconnaissante. Tu sais, elle va être super reconnaissante. Je lui dis bonjour et merci. Elle va me sortir un texte qui serait mieux que si je lui Mais je te jure que c'est ce qu'il y a, je pense, dans la tête de la majorité des gens, et moi y compris, où dire, ah, vas-y, il faut que je sois gentil pour qu'elle sait soit jamais. vraiment compétente, tu vois. C'est ça. Alors qu'en vrai, Et après, je pense qu'il y a l'effet Siri aussi. Il y a Ouais. l'effet Siri ou OK Google, tu vois. Ouais. Tu lui parles comme au début, moi j'étais comme ça, j'étais bonjour ChatGPT, et en fait, j'avais pas compris que en fait, elle retenait les phrases d'avant. Oui. Tu vois, Ouais. je lui demandais un truc, elle me disait non, c'est pas ça. Donc je recommençais depuis le début ma démarche pour. Et en fait, on m'a expliqué, on dit t'es con quoi. Elle se rappelle de ce qu'elle a dit. Juste T'as dit t'es con, Elle a dit t'es pas très intelligent. Non, parce qu'elle aime pas la vulgarité. non, le point, c'est. Alors, ce que je disais, il faut démarrer chaque nouvelle conversation que tu as sur chat, il faut démarrer donc un nouveau prompt, et en vrai, il faut lui donner du contexte. Donc, par exemple, si j'ai besoin d'un rédacteur web, on va dire, pour rédiger des articles, je vais dire tu es un rédacteur web avec, je sais pas, 20 ans d'expérience, spécialisé dans le référencement SEO sur Google, dans le domaine de l'œnologie, pour les châteaux du Bordelais. Voilà, là, je lui ai donné du contexte. Elle sait qui elle est, tu vois. Et donc, à partir de là, je vais lui dire maintenant, j'aimerais que tu me rédiges un article. Ah ouais. Tu l'as éduqué. Quoi. Voilà, là, je vais Ouais, te c'est donner vraiment un jeu de rôle, quoi. Enfin, tu lui donnes Ouais. un rôle. Et après, tu peux me dire, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as des questions? Alors là, du coup, elle va dire, oui, j'ai compris, mais qui est la cible? Qui ouais. voulez-vous toucher? Quels sont les produits que vous vendez? Et genre, elle va te donner des questions qui vont avec, tu vois. Et c'est pour ça, il faut bien d'abord la Et finalement, préformater. t'as plus vite fait à rédiger toi-même ton truc parce que les trucs qu'elle te pose. Mais en fait, c'est ça. Si c'est un one-shot, fais-le toi-même. Si c'est du récurrent et que tu as besoin d'un prompt, Ouais. éduque-la bien au début et ensuite réutilise-la à chaque fois, tu vois. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Genre, pour plein de trucs différents, j'ai des prompts.
Mais Et n'empêche, ils quoi, ont c'est ce pas bon, hein, au niveau de l'orthographe et tout, parce que... Ah, moi, j'ai de la chance. Comment ça, c'est pas bon au niveau orthographe? Non, je te parle de nous, perso. Ah Alors, j'ai jamais été bon en orthographe. donc Ah, je vais ça, te c'est dire, le moins qu'on puisse dire, putain. mec, je te jure, non mais Ah, mais tu vois. je sais pas écrire. Je te jure que depuis que je suis né, j'arrive pas à marcher. Depuis que ChatGPT est arrivé, je sais courir, mec. Je peux écrire tout. Je réponds aux mails. J'ai plus besoin de faire chier personne. Non mais à chaque fois avant, je devais C'est répondre. magnifique ce que tu dis. Non mais c'est vrai. Ça fait 2 ans que je veux sortir cette phrase. Je devais Avant, je demander n'avais à pas marché. corriger à chaque Maintenant. fois, à chaque email et tout. Là maintenant c'est bon. Je peux faire tout ce que je veux. Ouais c'est beau. T'as vu l'image? Ah, c'était très bon. Mais Très bon. je me sens à l'aise. Maintenant ça y est, je peux répondre aux emails. Ce qui était impossible. En fait, c'est ouais, et ben à cause de la à liberté. cause d'elle, en fait, maintenant je ne n'accepte plus aucune faute d'orthographe dans des mails. Je trouve, enfin, des fautes lunaires, hein, c'est-à-dire des trucs vraiment des trucs dégueulasses. moi je En peux mode- t'écrire. Ouais. Ouais. Vous venez à IUNT par exemple, Moi, j'ai déjà fait ça. j'ai envie de te taper par exemple. J'ai déjà fait ça, ouais. Ouais, oui. Bon, et ben donc ça, c'est donc ça, tu vois. C'est bon, moi c'est gado. Donc ça, tu vois, dans un mail aujourd'hui, Merci. au jour Ça me d'aujourd'hui, passe. comme diraient les Marseillais, au jour d'aujourd'hui, Aujourd'hui. avec l'existence de ChatGPT, Non. je n'accepte plus, je ne pardonne plus. Pas beau. Vilain. Alors que ChatGPT peut te dire, oui c'est bon, je te corrige en 2 minutes. Voilà. Moi, j'ai dit à chat, corrige. Oui, Bonjour mais chat, t'inquiète. est-ce que tu peux corriger s'il te Oui, plaît? mais de toute façon, je l'aurais fait pour toi, vu que c'est nul. C'est nul à chier, vraiment. Bon, Non, non, je sais pas où on va après avec cette. Je pense qu'il y a des métiers comme le tien, par contre, Benoît. je vais aller checker. Puis ce que je vais vous proposer après, c'est qu'on passe à ce que j'appelle la troisième bière. C'est la fin de l'émission. Toi, on est d'accord que tu es ultra protégé par rapport à l'intelligence artificielle. Enfin, comment un métier de contact social pourrait Bah être oui, là, ça va mis en danger par. Ça va être difficile, c'est sûr. Mais tu sais, il y a des choses, c'est ce qu'on disait la dernière fois sur la première émission qu'on a fait. Tu commences à avoir des machines qui te font des cocktails eux-mêmes. Enfin, tu vois, la machine. Ouais. Bon, alors après, Ouais. tu n'as pas toute la mise. Enfin, tu vois, tu n'as pas tout ce côté un peu chaud et ouais, et du chaud, du barman qui va. Et puis, il n'y a pas ce côté créatif. Mais maintenant, tu as des établissements où tu t'appuies sur un bouton et tu as le robot, il te Oh, la prend les tristesse. bouteilles, il te fait ci, il fait ça. Bon, je pense que c'est pas. Sincèrement, je trouve que c'est pas au point. Après, Ou alors directement, ouais, non, t'as même des machines où t'appuies et puis t'as un bec là comme une pression. bon, bah après, là, on n'est pas sur l'intelligence artificielle, on est sur le vulgaire distributeur. Oui. Ouais. Mais genre, c'est de la programmation aussi, vraiment, ouais. Ok. Non, mais Après, ouais, après, l'IA, je suis pas dans faut mon ça. métier. Mais ça, tu vois, c'est là, moi, où je trouve ça hyper rassurant, c'est que de toute façon, on est protégé socialement. Oui. Enfin, dans notre milieu et dans notre mode de vie et surtout perso, je pense qu'on est protégé de ça. Parce qu'on on n'a pas besoin et ça ne nous impactera pas. Dans un bar, je me vois mal arriver dans un bar. Après, je te dis ça. Ouais. Mais après, ça serait quoi? Enfin, comment tu traduis comment? C'est-à-dire que tu as un robot qui te répond et qui... Oui, ben voilà, en fait, c'est vulgairement ça. robot, Tu vois, ce sera un robot derrière qui aura une. En plus, c'est ridicule parce que ton robot, il aura quoi pour pas faire flipper tes clients? Il aura une interface, enfin, en tout cas, un aspect humain. Donc, autant prendre un humain. Sauf que bon, tu le paieras pas. Enfin, je sais pas. Bon, ça, je pense qu'on est. Non, là, on est protégé pour ça. Ouais. Ah oui, dans les métiers encore. Bah ouais. Oui. Oui, Bien sûr, il va y avoir un virage, ça va être aussi sur l'automobile. sur l'automobile, de ouf. Mais sur tout ce qui va être les métiers, tu sais, dans les entrepôts, un peu comme ce que fait déjà Amazon. La logistique, et tout ça. Non, mais même dans les. Enfin, pardon pour les comptables qui nous regardent, etc. Mais les comptables. Ouais. Et ça vous ferait pas de mal, bande de salauds. Ils vont prendre plein. Ça va être très compliqué. Très compliqué. C'est toi. En fait, On sait que c'est toi, Louis. les métiers que j'ai appris ça il y a pas longtemps, ce sont des métiers non pas productifs. En fait, dans les grosses sociétés, t'as si par exemple on prend je sais pas Citroën, t'as forcément les gars qui créent les voitures, qui les construisent, etc. Donc eux, en fait, bah, ils créent la substance qui va être voilà. Et ensuite, tout le côté, tu sais, juste les RH et les comptables, eux, en fait, si tu veux, on les paye, mais ils rapportent pas de thunes. Ouais. Ça, c'était les noms. Enfin, il y avait Les soft skills. Tous ces trucs un peu de métiers de. From London, from cup of tea. Non, mais tu sais, genre les soft skills, t'as les hard skills, Dans la soft skills. productivité de... Ouais, c'est ça. C'est les non productifs. Voilà, c'est les non productifs. Voilà. Bon, ça. Genre par exemple les happiness managers, ça. Of course, yes. Mais ça, voilà. Ça, je suis. Il y a certains. Comment tu dis, soft skills? Alors, mais t'as les soft skills et les hard skills, mais en fait,
je dis une connerie parce que par exemple. Parce que je sais pas parler. Non, mais parce que des hard skills, genre par Ouais. exemple, ça va être du développement. Ah oui. Mais finalement, tu demandes aujourd'hui à ChatGPT de te développer un code en HTML. Ah oui, non, ouais, je c'est- parlais pas de ça. Et elle te fait. Non, je parlais pas. En fait, je parlais des non productifs. Voilà, eux, je. Mais non, Et putain, je sais. la RH. Expliquer. C'est la RH. En fait, tellement dans une génère pas de société. chiffre d'affaires. Voilà, exactement. Merci Benoît. C'est des gens qui ne Même génèrent pas si- du chiffre d'affaires. Alors comment tu recrutes bien? En fait, tu les payes et ils ne génèrent pas du chiffre d'affaires. C'est quand même des gens, tu vois, pour Ouais. des chefs d'entreprise. Ça fait chier. Ça fait lourd. Voilà. Ouais, Vous mais. pouvez être remplacé par une Oui, mais il artificielle. remplit un rôle qui. Parce qu'une RH dans une grosse structure, elle est censée quand même filtrer les profils à l'entrée et trouver les bons gars, tu vois. Que ferait une intelligence artificielle. Et en fonction du CV. L'IA, elle est pas encore capable Mais comment tu veux que l'IA fasse ça? de te dire, le mec, Ah, tu l'instant. Pour l'instant. Je passe un entretien, j'ai besoin d'avoir le feeling. Bien sûr, mais ça dépend le film. Mais encore une fois, toi, tu as besoin d'avoir un feeling parce que tu es dans un métier de relationnel et d'un côté très feeling. Ça dépend des métiers, mais une RH qui a besoin de rencontrer des gens, elle a pas, enfin, je sais pas quelle société, etc. Mais par exemple, chez Citroën, si le mec est, il est fraiseur, par exemple, bon, bah, le feeling, je pense qu'elle en a rien à péter, la RH. Oui, tout ça. Tu vois Donc l'IA va faire, mais ok, il a passé tant de temps, machin, etc. Ok, cool, machin, il a pas d'enfant. Ah, c'est pas une femme. Ah, elle est. À quoi qu'elle pourrait lui poser des questions. Mais bien sûr. Théorie. Donc ça, je m'inquiète plus pour ce genre de profil que après, je te dis au quotidien, etc. Bah bref. Tu voulais enchaîner sur autre chose peut-être? Non, je ne sais plus. Non. Sur une troisième bière, mais Enchaîner des choses sur un truc. Si, c'était une question pour nos chers auditeurs. Mettez-le dans les pour les commentaires. youtubeurs. Pour les youtubeurs, voilà. J'ai une question. En gros, est-ce que on continue de se mettre cartouche comme ça sans vous demander quoi ou qu'est-ce? Ou bien, est-ce qu'on ferait pas un peu, genre en mode étape par étape? Style, première bière, un peu la découverte. Une fois qu'on a fini d'interviewer un peu l'invité, Ouais. tu vois, sur son Ouais. parcours et tout, on fait deuxième bière, je sais pas moi, l'ascension de son parcours ou bien, je sais pas moi, son avis sur la société en général, des thèmes un peu chill, genre Israël ou Palestine, les transgenres, les ladyboys, enfin, des trucs calmes, tu vois. Et enfin, Pas troisième bière, les ladyboys et les transgenres en Israël et Palestine. en Israël et Palestine, donc un sujet hyper clivant, tu vois. oui. Et enfin, troisième bière, je sais pas moi, c'est la libre pensée, on fait un truc un peu bordel, parce que de toute façon, en général, troisième. En fait, tu comptes sur les abonnés. On les appelle comme Pour ça. me dire, voilà, on ce dit, que c'est vous comme voulez ça qu'on dit qu'on les fasse. abonnés. Ouais, Bon. c'est ça. En tout cas, sur la communauté, Sur la commu. Les followers. les followers. Tu comptes sur tes followers pour vos followers pour en fait te créer le La- template. Ouais, voilà. pour l'émission. Donnez-nous votre âge. Sachant qu'il ne sera pas forcément respecté parce que nous connaissant. On fera un peu comme on chante, mais Mais du coup, attends, vous allez commencer à 2 pour le premier. parce que le premier, on Trois va pour le présenter un peu le concept, qui on était. Maintenant, après les invités, tu vois, tac. Et, D'accord. Je veux dire, à chaque fois, je suis pas obligé de revenir pour le prochain, on sera à 4, Non, et ouais. revenir pour le prochain, on sera à 5. à la fin, À la fin, on sera 200. De toute façon, si vous voulez passer, c'est le concept un peu lourd quand même. Super concept en tout cas. en gros, est-ce qu'on fait un truc un peu style recette pompette? Je sais pas si vous vous rappelez avec Monsieur Poulpe, Bien sûr. pour ceux à qui ça parle. Ou genre, on va commencer premier shot, deuxième shot, et tu sais, ça avance comme ça un peu dans l'émission. Non. Donc nous, ça serait genre première bière, deuxième bière, troisième bière. Ou bien, est-ce que juste on se parle la gueule comme ça? Non, moi je pense qu'il faut rester là-dessus. Vraiment sur un truc Sans pression, quoi. sans pression. Oui, oui. Allez, bon, mais... Allez-y quand même en commentaire. Hein. Non, non, non. On prendra pas compte de vos commentaires. On verra. Donc, pas de concours d'imitation. On fait toujours pas. Non. Ok, d'accord. Merci. Si, mais alors moi je fais très bien les accents renois, mais je suis pas sûr que sur Non. YouTube ça soit. Non. Dites-le en commentaire si vous voulez les accents renois. C'est que de l'amour. Non, c'est pas le bon. C'est pas le délire. Ça va être impeccable. Non, je sais pas. Moi, Non, je sais pas. Peut-être. Mais où est-ce que vous voulez aller? après, je sais pas. Ce serait quoi? Non, mais, Après- non, mais Bah là, ils ouvrent. Là, c'est bon, ils sont ouverts en face. Ok, c'est ouvert en face. Non. On peut y aller. non, mais quand vous avez monté cette chaîne, tous les deux, Ouais. il y a forcément un but. À un moment Alors, donné. voilà. C'est quoi le but ultime de la chaîne? Ça, là, c'est ça. Moi, le but ultime de cette chaîne, Ouais. l'objectif initial, c'était qu'on invite des gens qui ont monté leur boîte et qui nous expliquent en gros d'où ils sont partis, comment ils ont lancé leur boîte, Ouais. comment ils ont trouvé leur premier client. Ok. C'est toujours ça. Ok. Ouais. Vraie galère et tout, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a trop de chaînes sur Et YouTube. surtout Le sans shit. de bois, tu Et vois. sans de On peut bois. pas dire t'as fait des millions en 15
Non, mais c'est ça. Ah oui, on n'a pas parlé chiffre d'affaires, etc. Mais effectivement, je pense qu'on est une majorité à dire. Enfin, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, moi, j'ai un profil hyper classique d'entrepreneur. C'est-à-dire que, en fait, j'ai continué ce que je faisais en tant que salarié. Et comme j'aimais ça, bah ouais, j'ai fini en tant que salarié pour une raison, enfin, de licenciement. Et du coup, j'ai presque été, contraint pour continuer ce que je voulais faire, libre de créer mon entreprise. Ouais. Donc c'est presque classique. Ouais, c'est de la merde. Tu vois, toi. Ouais, non, ouais. Enfin, en tout cas, j'ai pas le. Moi, c'est sans regret. Je suis pas les entrepreneurs effectivement que tu vois sur YouTube qui dit putain, je suis parti d'un truc, j'ai eu une idée, vas-y, je me suis lancé, etc. mais- Moi, je fais beaucoup moins rêver. Non, mais le pire, c'est que sur YouTube, c'est même pas ça. C'est que les mecs t'expliquent ah, ouais, prenez ma formation, écoutez, moi, je suis parti. Mais prenez ma formation. Je dormais sous les ponts, prenez ma formation, vous serez riche en 15 jours et surtout sans rien branler, quoi, tu vois. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les mecs, ils t'expliquent, ils disent j'ai 19 ans, je suis multimillionnaire, et mes couilles, en fait. C'est Willy Nedze. Pas tout à fait. Enfin, moi de. Yomi Denzel, mais Yomi Denzel, Ah oui, pardon. lui vraiment est vraiment très fort. Pour le coup, lui, il est chaud. D'accord. Lui vraiment est très très chaud. C'est un... Je connaissais pas. Je l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse d'ailleurs. Yomi, si jamais tu veux passer, écoute, t'es le bienvenu. Tu nous envoies tes créneaux, ça nous fera plaisir. Oui. Mais non, c'est qu'il y en a plein sur YouTube. Ils disent ouais, voilà, si vous voulez devenir millionnaire, prenez ma formation, vous êtes riche dans 15 jours et vous aurez un branlé. Moi, C'est des conneries. la question que j'ai, c'est que si t'es millionnaire, Retour des formations. Millionnaire. pourquoi millionnaire? Ah, pardon. Millionnaire. Parce que millionnaire, c'est quand tu commences Si un t'es- petit peu à être bien. Si t'es C'est mignon, millionnaire, si t'es millionnaire, pourquoi tu vends des formations pour ou alors t'es vraiment adorable, tu vois. Tu te dis bon, allez, je vais aider tout le monde, tu vois. Mais si t'es millionnaire, pourquoi tu te casses le cul à faire des pubs Bah, tu sais qu'en fait, avec 1 million, tu fais pas grand chose. Ah bah oui, c'est vrai. 1 million, ça va vite. Non, j'avoue. Ouais, non. La semaine dernière, C'est pas blindé, genre. Ça m'intéresse pas, un million. Non, Je ouais. préfère rester à ce que je suis aujourd'hui. Pour ça, il faut faire Ouais, 1 million. non, ouais. Non, moi, je suis à la dèche. Ça me va. Ah non, ouais, non, ouais, non, c'est. Non, mais tu vois, je pense, là, c'est surtout les mecs qui vendent tout ça, bah, c'est pour se faire un peu leur délire et tout, tu vois, mais c'est pour se faire l'oseille en plus. Normalement, quand t'es vraiment blindé. Je pense qu'on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, pourquoi tu t'arrêterais? T'as 50 millions. Pourquoi t'en voudrais pas 60? C'est moi que tu parles? Ouais, bah non, mais pourquoi tu dis, pourquoi le mec, s'il est millionnaire, il ne vendrait pas des formations? Il est gourmand. T'en Oui, veux toujours plus. Donc, même Mais- si t'as 100 millions, t'as ce que tu veux, tu vends des formations, tu fais de l'oseille. Yann. Dan Darzelian. Oui. Tout le monde s'est dit, le mec, il est blindé, il s'est fait tout seul et tous mes couilles. En fait, son daron à Skip, il était blindé. Genre, c'est pareil. Donald Trump. Story. Il a dit, ouais, je me suis fait tout seul. Le jour où mon père m'a donné mon premier million pour mes 18 ans. Ah, ok. D'accord, c'est pas fait pareil. Tu vois, c'est pareil. Tous ceux qui te vendent du rêve, voilà, c'était blindé à la base. Il y en a que certains qui ont vraiment tout pété, tu vois. C'est pour ça que c'est une minorité. Yomi Denzel s'est vraiment fait tout seul. Théophile Hélier s'est vraiment fait tout seul. Stan Leloup s'est vraiment fait tout seul. Il y en a plusieurs comme ça, des infopreneurs français qui ont vraiment Monsieur pété Amar. le game. Monsieur Amar s'est vraiment fait tout seul. Et Monsieur Amar, très fort, si tu veux venir, Oussama, tu seras le bienvenu, ça me fera vraiment plaisir. Mais voilà, hein. Après, c'est vrai qu'il y a plein de bullshitters aussi. C'est comme dans tous les domaines. Et l'infoprenariat, la vente de formation, ça rapporte beaucoup parce que tu fais de la vente de produits numériques et t'as pas de coût. Une formation, tu la vends 300 balles, c'est 300 balles de fraîche. Oui. Non, mais après, je dis pas que toutes les formations sont pas bonnes à prendre. Ah non, bien sûr, évidemment, des formations. évidemment. Toi, tu vas lancer des formations Sur le Mais qui existe. Vous allez sur YouTube, vous allez sur n'importe quelle plateforme, etc. T'as Ouais, des gars mais- qui font des formations, etc. Mais ça ne En remplace fait, pas. je crache sur les infopreneurs qui vendent de la merde. Par contre, C'est quoi des infopreneurs et c'est quoi vendre de la merde? alors, des infopreneurs, c'est des gens qui vendent de la formation en ligne. Ok. Donc, je crache sur les mauvais formateurs en ligne qui vendent de la merde. Parce que vraiment, eux, c'est des enculés. Voilà, c'est de la merde. Ils vendent vraiment du vent et c'est naze. Et ça, c'est de l'arnaque. Mhm. Par contre, je sollicite et je promouvois et j'encourage à mort ceux qui font de la qualité, tu vois. Parce que vendre de la formation, je trouve ça absolument génial. Quand tu as vraiment eu des résultats, quand tu sais de quoi tu parles, Quand t'es t'apportes légitime. de la valeur. Quand t'es légitime. Et quand tu as vraiment au fond de toi l'envie d'aider, tu vois. Ça, putain, c'est énorme. Genre des des formations comme ça. C'est les 10 commandements. Ça. Ah bon? Te donne l'envie. Ah non, c'est d'aimer. D'aimer. Ouais, bah, Mais là, on est dans la phase 3 du. Ouais, on est à la phase 3 du truc, donc bien sûr. Mais voilà, je pense vraiment que les bonnes formations méritent d'être mises en avant. moi, j'ai fini ma deuxième. Je t'avais tout de suite. Vous êtes à la troisième, j'ai fini ma deuxième. Après, j'ai Je pas. vais faire ma deuxième aussi. On n'a pas le même âge, Louis-Henri. Je suis un super temps. Ah, on n'a pas le même entraînement, peut-être. Après, t'as vu ma gueule, ça c'est sûr. Comme c'est pas permis, va falloir que tu m'étalonnes tout ça. Oh, oui. Ah, je peux pas faire de miracle non plus. Voilà, ma question pour vous, qui avez créé cette chaîne,
Du coup, il y a des... Qui vous aimeriez avoir dans l'absolu, là, demain, là, Ah, Oussama Hamar. Oussama Hamar. Ah ouais. J'adore ce mec, je le trouve gaulerie. Je le suis depuis longtemps. Et ça me ferait taper, je me taperais des barres parce que je pense qu'en plus, il doit un peu tenir la bouteille, tu vois. Il doit aimer ça, se faire de ma gueule. Donc, C'est pas je pense qu'il doit bien vivre. Je pense que c'est pas un feignant, ni à l'apéro. En tout cas, il aura pas de langue il est de fort. bois, je pense. Ouais, je pense qu'il va balancer, il s'en bat les couilles. Tu vois, donc. Ouais. Mais bon, avant qu'on l'ait, il va falloir qu'on fasse un peu de podcast. Pas que les Yakuza viennent péter le bar de Benoît parce que. On fait chier, quoi. Non, mais par contre, ce qui est cool, moi. Non, respect. Ce qui est enrichissant, c'est d'avoir des gens de différents corps de métier, quoi. Ça, c'est cool. Mais je pense que c'est Ensuite, ouais. d'avoir des mecs. Ouais, bien sûr. Non, c'est tout à votre honneur, ça. Faire découvrir des choses, etc. Je pense que c'est ça le principe de votre émission. Dire la réalité sur ton activité. C'est pas de bullshit, quoi. Voilà, on s'en fout, mais c'est de parler français. Tout à fait. Non, mais moi, c'est ça qui me pousse à m'abonner à votre chaîne. C'est-à-dire que je vais découvrir d'autres métiers, d'autres entrepreneurs, etc. C'est une très bonne idée, ça. Eh ben, merci. Après, Ce que je propose, c'est peut-être qu'on clôture là-dessus. Ouais. Si ça vous va. très déçu. Moi, j'aurais continué encore une heure. Non, mais j'aurais Ah non, mais moi, continué encore une heure. Mais non, mais c'est pas. Non, mais après, évidemment, il y a des impératifs. Oui, il y a la script derrière qui nous dit oui, mais bon, bah oui, ouais. Et moi, c'est pas pour peur. Mais de toute façon, on avait dit. Non, mais continue. Non, mais finissons. Je pense que pour le prochaine émission, Finissons. on commencera direct avec une pinte avant d'allumer les caméras. Ouais, parce que moi, je trouve, effectivement, C'est trop loin à monter. On peut le dire. La dernière fois, on a commencé avec un shooter. effectivement, je pense que ouais. C'est mieux de se Ouais, prendre une préchauffe avant. Comme ça, t'attaques l'émission, t'es direct une troisième, t'es déjà en roue avant, t'es déjà à 200 sur autour du Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. On a mis un peu de temps à se. Ouais. Mais bon, c'est normal. Et en même temps, fallait être sérieux, t'as parlé de Ouais. boulot. Exactement. Voilà. Le problème, c'est que l'accroche des vidéos, oh putain, rien n'est complètement parti hors débat. Je vous le dis, si vous êtes encore là, merci. Mais tu vois, On s'en fout. le début, c'est là où on est censé accrocher. Et donc, pour qu'on accroche, il faut qu'on soit comme on est là, en fait. Parce que moi, je le trouve beaucoup plus marrant maintenant. Mais les youtubeurs ouais, nous trouvent beaucoup plus marrants maintenant que ce qu'on était au début, c'est normal. Les gens, ils vont se dire, je connais l'émission, j'avance tout de suite à 50. Exactement. Attends, Tu mettras une marque sur le timecode, là, Débarrage. Ouais. Alors, ça m'a marre est beaucoup plus marrant sur la fin de ses vidéos qu'au début, de toute façon. Mais il a lancé un concept un peu comme ça aussi. C'est. Alors, il y en a eu plein, il y a eu enlève tes chaussures, des machins et tout. Quoi. C'est plein de trucs un peu genre détente. Sans permission, c'est une. Ah, sans permission, c'est le mieux. C'est numéro 1 en France, de toute façon. Ok. Nous. Ah, sans permission. Ah ouais, non. Je parlais sans permission. Non, t'es le. Il fait sans permission. Lui, il fait sans permission. T'es le concept qu'on a pompé, en fait, que ça s'appelait sans permission, Non, ça s'appelle nous- maintenant sans pression. En plus, pour la vraie histoire, je vais vous dire, on parlait avec Manu, on était au bar avec Louise, C'est vrai. et je dis putain, je ferais bien un concept sur la bière, l'entrepreneuriat et détente. Et il me sort, fais le sans pression. L'idée de dingue. Manu. Ah, l'idée de dingue. Ah, mais putain, Sans pression. incroyable. Ouais, et le titre sans pression m'est venu de Manu, du coup. Voilà. Et dois j'ai encore trouvé dire. ça, je te dois encore dire comme ça, du coup. Déposé, du coup. Et j'ai trouvé l'idée trop bonne. Genre sans pression, les pressions, tu vois. Tout est lié, quoi. Et je vois bien Benoît, tu sais, ah putain. Ah, j'avais pas capté. L'alignement des planètes, quoi. Et donc, s'il fait chier, effectivement, c'est qu'à le sans permission. Je crois que je connaissais pas. Hein. Après, est-ce qu'on va s'empêcher de vivre, hein? Attends. Surtout. Sans pas les couilles, merde. C'est qui C'est Oussama Hamar et Yomi Denzel. Oui, Willy Denzel. Willy Nedem. Franchement, excuse-moi, tout le respect que j'ai pour ces deux. Moi, je les aime beaucoup, mais c'est vrai, on va pas s'empêcher de vivre. Ah, si, autre mec que j'aimerais bien avoir à l'occasion, c'est les mecs du Palmacho. Mais à la limite, on coupe parce que Greg Ludig. complètement en rémission, là. Greg Ludig et David Marseille. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des trucs à garder. Eh bah, franchement, je pense qu'il y a moyen de moyenner avec eux. Très, ouais. Je connais pas, je connais. Quand on aura une dizaine un peu d'épisodes, c'est un peu gaulerie et tout, avec des vrais entrepreneurs, eux, par exemple, les faire venir et qui nous racontent comment ils ont lancé leur première vidéo YouTube. Mais je pense que petit à petit, on va monter en puissance, tu vois. Mais évidemment. Si Ça va prendre forme. Mais si on continue comme ça ne peut que marcher. En vrai, si ça continue comme ça ne peut que marcher. Ben oui, évidemment. Enfin, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Évidemment. Évidemment, bien sûr. Si on continue à être bon, ça ne peut que être de la merde. Ça ne veut rien dire cette phrase. Si on continue de forcément. créer, si on continue de Mais créer, évidemment. Mais de toute façon, c'est le principe de ce que tu défends, ce que vous défendez depuis le début de cette chaîne, c'est à l'entrepreneuriat. Si tu fais rien, il se passera jamais rien. bah attends.
Oh putain, c'est un état de fait. Ça, sur la fin, ça va être très long à monter. Si Je tu sais fais pas si rien, je garde si ou tu pas. fais rien, il se passera rien. Là, tout ça, j'en fais quoi, ça? Et t'en fais. Là, tu sais, Tu fais des shorts et puis. Eh oui, évidemment. à marre, comment ça me faire chier. Hein, messieurs, dames, merci, hein, on va couper, je pense, parce que là, Non, David Marcy, moi je l'avais rencontré. Ouais, très sympa. C'est vrai, tu l'as rencontré? Oui, en fait. Ah, non. En fait, je l'avais. T'avais dit 18h. T'as dit 18h. Ah non, mais avec grand plaisir. Non, en fait, je passais en vélo pour aller au taf à Paris et je vois David Marcy qui fume une clope à côté de studios où il tournait le Balmacho. Et je me dis, j'y vais pas. C'était au début de Balmacho, on devait être en 2010. Et je vais le voir. Et adorable, parce que je pense qu'il m'a un peu. Enfin, il lui fait de la peine, en fait. J'ai vu dans ses yeux que je lui faisais de la peine. Et je lui dis, elle est où, Jeanne? Tu sais, genre, j'ai voulu lui faire le fan, etc. Tu sais, il m'a dit, ouais. Elle est où, Jeanne? Je lui dis, on peut prendre une photo? Il m'a dit, allez, on prend une photo. Il a été adorable avec moi, mais après, je suis parti en vélo. Je suis putain, mais T'étais obligé de lui dire ça, mais t'es tu dis en face, une merde. Il est adorable. Et après, Greg, enfin, moi, les deux, là, tous les gens qui les ont côtoyés, qui m'ont dit des trucs, etc., ils que dit des trucs positifs. Comment il s'appelle? Moi, j'ai pris une photo avec JB et l'humoriste, là, Robbie Williams. Non, je sais pas. Ouais. Gad Elmaleh. Il vient de Gad Elmaleh. Préciné. Ah, Roman Fressinet. Ah ouais, Roman Fressinet. Putain, s'il pouvait y avoir un Roman Fressinet, très lourd. En fait, Ouais, Roman Fressinet. En fait, j'aime beaucoup. Il y a un concept que j'aime beaucoup sur Internet. Je sais que Betclic faisait un truc à un moment donné avec. Alors là, c'est compliqué parce que je vais oublier le nom. Un gars toujours en costume avec des baskets. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un jeune, je pense qu'il doit avoir une trentaine d'années maintenant. Et il faisait des interviews dans la rue, toujours avec son micro. Et particularité d'être toujours en costume et en basket dégueulasse. Yanis, un truc comme ça. Ah, c'est pas Yanis. Ouais, mais très très bien. Et du coup, je sais que j'ai connu ce gars via Roman Fressinet qui à un moment donné était avec lui pour un truc d'Etlic, etc. Assez pédant. Non. Le mec en costume cravate. Ah, c'est pédant. Moi, je le trouve extraordinairement Mais gentil de et l'eau. drôle. Oui, mais faussement, je pense. c'est dans son rôle. C'est dans son rôle. Il est génial. Et je pense qu'on est un peu dans ce concept-là avec votre chaîne. Et j'aime beaucoup parce que c'est ça. C'est vraiment en toute décontraction. Et c'est ce qui amène le fait de se livrer. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'était très bien dit. Super. Je vais y aller. Non, mais voilà, c'est bien. On va clôturer là-dessus. Parce qu'il faut clôturer. Alors, parce que j'avais une autre anecdote. on va clôturer On va être maintenant. obligé de le virer. Putain, pour moi le corps. Faut qu'on clôture. Parce J'ai raconté l'histoire de des deux. qu'elle est éteinte depuis 3 heures, celle-ci. C'est sûr. C'est pas grave. Messieurs, dames, merci pour tout. À très bientôt. On se retrouve pour un prochain épisode. Non. Manu, Moi, je serai pas là. eh ben, on se verra. Enfin, je peux pas venir parce que Il va taper la crue sur le prochain. moi, je suis au badminton comme ça. Le mercredi, je peux pas. Je peux pas tenir. Ouais, t'as le pull. T'as le pull, toi, de toute façon. Non. En plus. Le batterie. Bon, moi, Non, Il est au quoi? le batting. C'est vrai? non, mais j'ai le. Merci. Alors, s'il y en a qui sont arrivés au bout, félicitations. C'est Ouah, putain. vraiment merci. C'est beau. On vous embrasse. À très vite. Et surtout, il faudrait peut-être une phrase de clôture à la fin. Eh ben, Et c'est surtout. surtout, entreprenez sans pression. Non. La phrase, c'était la pression, là. Bon. Et la pression, mieux vaut la boire que la sucre. Non, mais sans l'accent. Ah bon? Ah, je L'accent. préfère avec l'accent du Mais non. La côté- pression, on se la met pas, on la boit. tu vois. Bon, mais vas-y. Et la pression, mieux vaut la boire que la subir. Alors, articule. Et surtout, n'oubliez jamais que la pression, on la boit pas, on se la met pas, on la boit. Allez, à bientôt.